sur Europe 1. Nous avons 2 heures devant nous, 2 heures volées à la nuit pour apprivoiser les ombres qui vous empêchent peut-être de trouver le sommeil. Du temps pour parler de vous, de vos doutes, de vos fragilités, de vos peurs, mais de vos espoirs aussi. Jeanne et Paul sont à l'autre bout du fil, au 39 21, pour vous accueillir, tandis que Philippe Chertier veille en régie au bon déroulement de l'émission et attend vos mails sur le site europe1.fr ainsi que vos SMS au 7 39 21, en n'oubliant pas de les commencer par le mot nuit. Cette année, la libre antenne de Caroline Dublanche, c'est du dimanche au jeudi de 23h à 1h sur Europe 1. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous m'appelez parce que vous avez quelques problèmes dans votre couple ? Hier soir, donc j'ai découvert votre émission il y a un mois à peu près. Oui. J'apprécie ce lieu d'échange, d'écoute aussi. Et c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu dur, ça fait 2-3 ans que c'est un peu dur. Et je me pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passe depuis 2-3 ans ? Vous êtes mariés depuis combien de temps ? Ça fait 7 ans. Oui. Donc on a 2 enfants. Oui. Et puis c'est vrai que depuis peu j'ai été muté sur Paris pour le travail. Et donc, mais ça fait plus longtemps avant que c'était dur. Et je me posais des questions avant, mais maintenant ça devient de plus en plus pressant. Quel genre de questions vous posez-vous ? Par rapport à rester ensemble ou pas. Oui. Ah oui, à ce point-là. Oui, parce que des fois c'est un peu dur, des fois pendant un bout de temps j'avais l'impression quand je rentrais à la maison que j'étais pas très bon, comment ça pas dire ça, mais je me sentais pas à l'aise, je me sentais pas très bien, et j'avais l'impression que d'être efficace ou reconnu au travail et pas à la maison, quoi. Oui. Donc des moments c'était dur, et donc je me pose des questions. Alors évidemment on a les enfants, on se pose toujours plus de questions, je pense, quand on a des enfants ou pas. Bien sûr, oui. Quel âge ont-ils ? 10, 9 et 7. 9 et 7, oui. Mais quand vous dites, donc vous êtes davantage reconnu au travail que dans votre couple qu'à la maison, c'est-à-dire que votre épouse se comporte comme si vous n'étiez pas là, ou est-ce qu'elle est méprisante, qu'est-ce qui se passe C'était un peu méprisant, oui. Oui. Elle vous agresse, donc elle vous attaque. Agresser, c'est c'est une agression verbale, on va dire plus que ça. Oui, elle vous dénigre. Voilà, c'était c'est vrai que notre organisation de couple était, je m'occupais de tout ce qui était plutôt matériel, et puis elle les économies, et puis chacun faisait la partie qu'on aimait faire, quoi. En fin de compte. D'accord. C'est vrai qu'avec le temps, avec le passage, le temps, je me sentais dénigré, quoi. Enfin, dénigré, c'est un peu exercice, mais j'avais pas l'impression d'être à ma place, quoi. Mais il y a quelque chose qui a changé. Il y a eu un événement qui a. Je me souviens plus très bien. C'est les choses de la vie, entre guillemets. Mais qu'est-ce qu'elle elle vous fait des reproches ? C'était que de toute façon j'arrivais pas à faire, que voilà, quoi. Que vous n'arriviez pas à faire quoi ? Que j'étais pas très utile, que de toute façon tout ce que je faisais c'était pas bien. Et c'est des trucs bizarres, quoi, qui arrivent comme ça. Et et puis en fin de compte que au début j'avais du mal à. Je me suis toujours occupé de mes enfants, entre guillemets, j'étais toujours présent pour eux. Et puis c'était des choses. De toute façon tu fais pas bien, ou donc c'était des trucs comme ça, quoi, qui faisaient. Avec vos enfants aussi, non, y compris par rapport à vos enfants. Oui, plutôt, les enfants. Donc elle dévalorise systématiquement tout ce que vous pouvez faire. Ouais, tout à fait. Et donc. Et comment est-ce que vous réagissez par rapport à ça, ou vous repliez avant, sur vous-même ? Pendant un temps, je me repliais. Je me disais, au début, je m'en rendais pas compte. Après, ça m'a énervé. Oui.
Et ça m'a pris aussi sur le travail parce que j'ai eu une sorte de dépression avec. Mais j'ai changé. là, c'est parce que vous rencontriez des problèmes dans votre travail aussi. Je pense que c'était lié. Moi, c'était quand on se sent pas bien, je pense que tout joue. Oui. Mais ça vous faisait douter? Vous parlez de dépression, Ouais. c'est-à-dire Tout ça à a fait, fini ouais. par vous faire douter profondément de vous. Complètement, oui. Hmm. Ça m'a pris 2 ans pour me ressaisir. Et après, j'ai changé de métier qui m'a permis de me révéler. D'accord. Ça fait 4 ans et c'est vrai que depuis 2 ans à peu près, c'est pas évident parce que maintenant j'arrive à faire un métier qui me revalorise, moi, où je me sens à l'aise, où je vois les transformations que je fais. Oui, vous voyez que vous êtes capable Voilà. de faire et que là, on vous apprécie, que vous avez des qualités, Bon. Alors, on vous demande pas la même chose. C'est pas les mêmes attentes dans la vie professionnelle et dans le privé. C'est-à-dire, est-ce que vous arrivez au-delà du faire, de ce que vous avez l'un et l'autre comme dans votre couple, du point de vue organisation de votre couple, est-ce que vous avez encore une intimité ensemble? Est-ce que vous arrivez à parler ensemble, à avoir une complicité? Est-ce que ça c'est de moins en moins. C'est vrai que c'est de plus en plus difficile en fin de compte. Est-ce que vous ne vous retrouvez plus? Non. Il y a plus d'intimité entre vous deux? Non. Depuis 2-3 ans? Ouais, c'était un peu particulier. Et on se retrouve plus même sur des fois des choix d'éducation parce que des fois il y a des trucs où elles sont moi, comment dire, où moi je pense à une manière de faire et elle dit non, c'est pas bien, il faut pas faire ci, de toute façon je veux pas, et puis voilà. Mmh. Oui, mais c'est nouveau ça aussi, ou au départ vous aviez un peu les mêmes principes d'éducation? Au début c'était à peu près faut dire la première fois parce que ma fille est arrivée le premier jour, c'est moi qui maîtrisais tout et elle était perdue. Donc en fin de compte j'ai eu beaucoup au niveau des gamins, j'ai toujours eu pas la main mise, mais je me sentais toujours plus à l'aise qu'elle. Et ça s'est inversé? Et non, je suis toujours à l'aise, mais c'est elle qui dévalorise. Ouais, et puis. Oui, mais cette agressivité, elle s'est installée parce que c'est une façon d'exprimer son agressivité à votre égard, de déprécier systématiquement tout ce que vous pouvez faire, que ça soit pour le couple ou pour l'éducation de vos enfants. Donc c'est ce qu'elle n'arrive pas à vous exprimer directement. Elle exprime en disant que ce que vous faites, ça ne va pas. Mais vous lui avez dit, est-ce que vous lui avez posé la question de pourquoi elle vous en voulait comme ça? Parce qu'elle vous en veut, mais de quoi au fond? Je sais pas. Non. Vous lui avez demandé? À un moment, je lui ai dit, mais je vais faire. Il y a 1 an et demi, je lui ai fait la remarque. Où c'était un peu tendu, où je lui ai fait la remarque que c'était, comment ça s'appelle, je lui ai dit que j'avais l'impression d'être bien au boulot, parce qu'elle me faisait la remarque d'être souvent absent. D'accord. Je lui ai dit, mais c'est parce que au boulot, j'ai l'impression d'être quelqu'un, parce qu'à la maison, ce que je peux faire, je fais mal, ou c'est pas bien, ou ça convient pas. Là, elle a réagi un petit peu. De quelle façon? Elle s'est excusée, elle a dit oui, c'est vrai, je ne fais pas exprès. Bon, c'est important. C'est important. Oui, c'est important parce que elle a admis que ça allait trop loin. Ouais. Donc c'est déjà tout le monde n'est pas capable de se remettre en question. Et c'est pour ça que je vous demandais si vous réagissiez. Parce que parfois, si on courbe le dos, si on courbe les chines, on pousse l'autre encore plus dans sa provocation. Parce que ça peut être une façon de vous pousser à réagir. Il y a quelque chose qu'elle aimerait dire d'elle ou de votre relation, mais qu'elle peut pas dire autrement. Et c'est vrai qu'à un moment, si vous acceptez, quand on accepte comme ça sans répondre finalement, sans broncher, eh bien, il y a une surenchère. Oui. Bon, il est vrai que j'aime pas trop le conflit aussi, c'est sûr que. Et oui, mais parfois il est inévitable. Et
Parce que si on est trop, depuis 1 an et demi, ouais, voilà, si on est trop, alors il faut pas que ça soit que du conflit parce que Non, ça tout à devient fait. stérile, mais à trop vouloir éviter ce qui au départ vous pouvez dire oh c'est une broutille ou ça va passer ou ça crée un passif. Il y a des choses qui s'accumulent Voilà. et elle peut prendre ça pour une forme d'indifférence. Comme quand elle vous dit que vous êtes très absent. Vous voyez, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que plus elle est agressive dans l'intimité, plus évidemment, vous avez envie de rester tard au travail, vous n'avez pas envie de rentrer et de la retrouver. Vous prolongez le temps du travail où là, vous vous sentez bien et où vous êtes reconnu. Donc vous avez bien fait de lui dire. Parce qu'elle, de son côté, elle peut penser, oui, finalement, il n'y a plus que son travail qui compte. Tout à fait. Donc elle peut se sentir un peu lâchée par vous, vous voyez. Donc vous avez bien fait de lui dire que au travail, surtout que c'est fort, les mots que vous exprimez. Au travail, vous existez, vous êtes quelqu'un, alors qu'à la maison, vous avez l'impression de ne compter pour personne. Ah, complètement. Est-ce qu'elle travaille? Est-ce qu'elle est heureuse dans son travail? Demande Nino. En ce moment, non. C'est un peu dur. D'accord. Et puis c'est vrai qu'elle elle a passé une période qui était difficile pour elle aussi parce qu'elle a quitté un boulot qu'elle croyait qu'elle aimait, quoi. Puis c'est un peu plus dur de chercher du boulot en ce moment, donc c'est pas évident. Donc ça aussi, ça l'a mis. Oui, donc ça crée un déséquilibre. C'est-à-dire que vous avez retrouvé un travail dans lequel vous vous épanouissez, dans lequel vous êtes apprécié, reconnu, alors qu'elle, c'est tout le contraire. Dans son travail. Ouais. Il y a une frustration. Ah, tout à fait. Elle en parle. Quand elle en parle, vous êtes, vous êtes à l'écoute. Vous êtes, vous essayez de l'encourager. Je lui dis qu'il faudrait que tu fasses ça. N'oublie pas, il faut chercher dans cette direction. Et puis, mais je lui donne des conseils qu'elle n'écoute pas toujours. Oui, alors c'est souvent dans les couples, on est différents un peu à ce niveau-là, aussi les hommes et les femmes. C'est-à-dire que j'ai envie de dire, j'aime pas faire des généralités, mais c'est un côté très masculin quand on se plaint parfois de vouloir tout de suite donner le conseil ou la solution. C'est votre façon d'aider. Mais parfois, on a seulement besoin d'être entendu. Puisque la solution, on va peut-être la trouver, ou de se dire que là c'est lourd, que c'est difficile, et d'être soutenu, encouragé, en disant que l'autre a confiance en nous et qu'à un moment il y a des choses qui vont émerger. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas donner des conseils, son avis évidemment, mais parfois ça fait du bien. Quand on n'est pas bien, simplement de sentir que l'autre est compréhensif et nous soutient et nous comprend. Voilà, complètement. Mais c'est par exemple, c'est des choses que je lui ai dit. Je lui ai dit, c'est pas mal, tu devrais essayer de faire... À un moment, je lui ai dit, essaye de faire des candidatures comme la recherche de boulot spontanée. Elle dit, mais non, mais il faut viser plus. Et à chaque fois, en fin de compte, des fois, elle mettait 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois pour faire ce que je lui disais. Et puis après, elle dire, en fin de compte, t'avais raison. C'était ça aussi, des moments qui sont galères, quoi. Mais elle reconnaît quand même après coup, c'est ça quand elle vous dit tu avais raison. Donc elle est pas, c'est pas obtus, c'est pas totalement fermé, loin de là. Elle peut se remettre en question quand même, c'est important. Ça veut dire que ça, il y a une possibilité d'évolution dans votre lien. Tout à fait. Elle n'est pas retranchée. Vous voyez, là, elle vous dit pas d'ailleurs que c'est nul, puisqu'elle reconnaît que vous avez raison dans des conseils que vous lui avez donnés. Elle vous dit qu'elle s'est excusée la dernière fois de son attitude. Et peut-être qu'elle est plus fatiguée, plus irritable en ce moment, un peu déprimée par ce qu'elle traverse aussi. Aussi, oui. Je ne sais pas. C'est sûr que le fait que maintenant je suis parti toute la semaine, c'est plus difficile, on va dire. Oui, c'est ça, vous êtes absent, vous rentrez tous les week-ends. Voilà, tout à fait. Et puis les week-ends sont courts. Oui, donc cette absence, oui, c'est elle qui, la semaine, gère le quotidien. Enfin, tout ce qu'il y a parfois un peu de pesant, de l'organisation. Justement, il est plus secondé. Enfants, oui, tout à fait. C'est vrai que je suis d'accord avec là-dessus,
c'est vrai que moi, je suis à distance, je peux pas faire grand-chose. On peut pas faire grand-chose quand il y a un problème, quoi. Mais c'est plutôt bon signe qu'elle soit un peu. C'est-à-dire qu'elle n'est pas dans l'indifférence. L'indifférence, ça serait. Vous voyez, c'est pas. Elle fait pas comme si vous n'étiez pas là, comme si vous n'existiez pas, ou même justement, étant donné que la semaine vous n'êtes pas présent, elle aurait pu s'organiser une petite vie avec ses enfants, avec vos enfants, pardon, et vous mettre complètement hors jeu. Or, le fait qu'elle se plaigne auprès de vous, de peut-être la charge de travail, que ça, enfin, puis ça montre qu'il y a du manque. Oui, tout à fait. C'est plutôt bon signe, c'est que vous lui manquez, même si c'est fait sur mode de reproche. Je pense à ça parce qu'hier, on avait une jeune femme qui nous disait qu'elle se posait beaucoup de questions par rapport à sa relation de couple et que son mari était à l'étranger pour son travail. Vous avez entendu? Oui, c'est pour ça que j'ai appelé après. Ah, d'accord, c'est ce qui vous a donné envie de parler à vous. Et vous voyez, cette jeune femme, elle ne souffrait pas du tout de l'absence de son mari. Elle disait qu'elle se rendait compte qu'elle était mieux, qu'elle s'était organisée sa vie complètement dehors de lui, avec les enfants, et ça lui posait pas du tout de problème qu'il soit pas là. Alors que là, elle... même si c'est sous forme agressive, elle exprime quand même une attente. C'est-à-dire que même quand il y a de l'agressivité, c'est qu'il y a une attente et elle attend que vous réagissiez comme quand vous l'avez fait. C'est-à-dire à un moment de dire puisque je sais pas, mais de toute façon quoi que je fasse, c'est mal. Donc dire et elle s'était rendue compte que là, elle allait trop loin. Alors peut-être que si vous voulez, c'est compliqué de savoir ce qui se joue à un moment dans la relation. C'est-à-dire est-ce que c'est l'un ou l'autre des conjoints qui traverse une crise sur un plan personnel, ça peut arriver, qui éprouve un mal-être. En l'occurrence, pour votre épouse, ça peut être lié à cette situation professionnelle dans laquelle elle ne se sent pas bien et qui rejaillit sur la relation de couple. Ah, tout à fait. Mais ça ne veut pas dire forcément, vous voyez, c'est important de prendre un peu de champ, et c'est peut-être pas mal là en ce moment que vous êtes un peu à distance, de comprendre ce qui est en jeu, parce que... Oui. La différence, c'est que par exemple, à la témoignage d'hier, j'étais plutôt dans la même position que l'auditeur, que l'auditrice plutôt. Ou moi, alors c'est vrai que je gère pas le quotidien, c'est peut-être différent. Et je me sens plus à l'aise ou plus... Oui, depuis que vous êtes éloigné. Voilà, oui, moi c'est pour ça que vous vous posez des questions. C'est vrai aussi que là, je me pose, voilà. Puis, oui, mais on comprend. Si quand vous êtes présent, vous en prenez plein la figure, c'est normal que vous vous sentiez plus à l'aise en étant éloigné. Tout à fait. Ou alors vous seriez complètement masochiste. Ouais. De vous faire agresser en permanence et dire oui, j'en veux encore. Oui, non. Bon, donc évidemment, là, quand vous êtes éloigné, vous avez un travail qui vous épanouit, dans lequel on vous reconnaît à votre juste valeur, donc c'est très valorisant, c'est gratifiant. Alors que quand vous revenez au sein de votre couple, dans la famille, vous en prenez à nouveau plein la figure. Donc évidemment, vous n'avez qu'une envie, presque, c'est repartir. C'est logique. Mais alors, après, soit... tout dépend de vous dire qu'est-ce que vous avez envie de faire, et est-ce que vous avez des sentiments encore pour votre épouse et envie de donner une chance quand même à cette histoire, ou est-ce que vous en êtes dans vos réflexions à vous dire que vous souhaitez prolonger l'éloignement? Je ne sais pas encore. Vous savez pas. Je suis encore dans ma... Il faudrait peut-être en parler avec elle, je pense quand même, de dire que vous n'êtes pas bien, que c'est pas une situation. C'est-à-dire que même quand vous revenez le week-end, ça se passe pas bien là. Je dirais que ça se passe pas mal en fin de compte. Je dirais pas que ça se passe très bien, mais ça se passe pas très mal, quoi. Donc elle ne vous agresse pas? Non, parce qu'en fin de compte, maintenant la question qu'elle se pose, c'est est-ce que tu t'ennuies de nous? Est-ce que, en fin de compte, elle essaye de savoir ce que je pense? Oui, c'est important ça. Et je dis oui, vous me manquez. C'est vrai que je préférais être là. J'ai pas le choix. Il y a aussi le fait que j'ai pas eu le choix. J'ai été obligé de partir, quoi. Mais c'est vrai que
là où je travaille, je peux revenir, mais c'est pas garanti à 100%. Mais ça, c'est. Et c'est-à-dire, ça va durer comme ça maintenant Après, c'est en gros, c'est tous les ans, je peux éventuellement revenir s'il y a de la place qui se libère, quoi. Alors, je suis fonctionnaire, donc c'est juste une question de mutation. Parce que c'est ça aussi peut-être qui l'inquiète. Parce que quand elle vous dit est-ce que tu t'ennuies de nous, c'est quand même, il y a une attente là derrière. Hein. Et puis dans ce nous, il y a aussi une distinction à faire entre vous vous ennuyez de vos enfants et d'elle. C'est pas le même lien. Vous voyez, dans ce nous, dans ce tronc commun, c'est peut-être aussi elle, est-ce qu'elle se sent exister vraiment comme vous ne vous sentez plus exister dans votre relation de couple, mais peut-être qu'elle non plus, finalement, en tant que femme, à vos yeux. Vous ne vous sentez plus exister, valorisé en tant qu'homme, mais elle non plus, vous voyez, il y a quelque chose qui s'est installé, peut-être. Tout à fait, oui. C'est vrai que c'est des questionnements que je me pose. Alors que la distance peut être finalement une chance aussi. C'est-à-dire que quand elle vous dit est-ce que tu t'ennuies de nous, est-ce que peut-être qu'elle prend conscience justement le fait que vous soyez loin, que vous lui manquez, et que d'ailleurs quand vous rentrez, ça se passe pas mal, vous me dites. Oui, elle est moins agressive. Elle est moins agressive, mais ça se passe pas si bien que j'aimerais que ça se passe, quoi. Oui, mais est-ce que vous faites un pas vers elle ? Est-ce que vous avez envie de vous battre pour votre relation ou pas ? Je me pose beaucoup de questions, voilà. Oui, mais à un moment, il va falloir... Le problème, c'est qu'il va falloir trouver des réponses. Alors, ou alors, à ce moment-là, vous pouvez aussi lui en parler à elle en disant... et d'aller faire une démarche ensemble. D'aller en parler à un thérapeute de couple, à ce moment-là, dire compte tenu de ce que vous traversez. Tout à fait. De façon à ce qu'il n'y ait pas un éloignement trop important qui se mette en place, oui. Parce que ça peut être une solution de facilité aussi, de se dire ça, vous, la semaine, vous n'êtes pas là, vous rentrez que le week-end, ça peut durer un moment comme ça, mais avec une certaine frustration de part et d'autre. Et puis, le fait que, en étant éloigné, il y a toujours la possibilité aussi, on se sent un peu plus libre parfois si le couple ne va pas bien, je veux dire s'il y a des tensions dans le couple, et ça laisse la place parfois à une rencontre. Tout à fait. Faire la place à quelqu'un d'autre. Mais si je suis pas encore dans cette optique-là. Alors ça vaut le coup de lui en parler, de pas rester avec, de dire que vous posez des questions par rapport à l'avenir de votre couple, du fait des tensions que vous avez traversées, et que est-ce qu'elle serait prête à en parler avec vous, à un tiers parce que ça fait qu'on tourne moins en rond qu'en tête-à-tête, où parfois on se lance des reproches à la tête, et puis personne ne s'écoute finalement. Ouais, tout à fait. Donc ça vaut peut-être la peine quand même. Complètement. Puisque vous ne savez pas bien, c'est un éloignement, une distance qui se met en place, de pas la laisser trop oui, c'est prendre... Parce que moi, c'est les enfants, je me pose des questions pour eux, quoi. C'est quoi la meilleure solution ? Oui, c'est quand même important. Vous avez des enfants, oui. Il y a quelqu'un qui m'envoie un SMS en disant « Je suis femme de policier, je travaille sur Paris, nous habitons en province. Stéphane doit simplement en parler à son époux. J'ai eu les mêmes doutes. Je les ai encore, mais nous n'allons quand même pas tout plaquer à cause d'une mutation. » Oui, complètement. Parce que les difficultés... Ça fait combien de temps que vous êtes dans ce poste-là ? Là, depuis septembre. Septembre, oui. Donc les difficultés étaient déjà avant. Ah oui, tout à fait. Je dirais que ça a permis de peut-être soulager le quotidien de la semaine, quoi. Pour moi, oui, mais ça ne règle pas. Ça ne règle pas. Oui, pour vous, oui, ça ne règle pas le problème. C'est-à-dire que vous êtes à distance des problèmes, mais ça ne les règle pas. Et elle, semble-t-il, quand elle vous dit est-ce qu'on nous te manquons, est-ce que elle exprime, elle attend quelque chose de vous. Elle aussi, elle se pose des questions. Donc plutôt que de rester l'un et l'autre enfermés chacun avec vos questions, je pense que ça vaudrait la peine d'en parler. Parce que tout ce qui reste comme ça dans le non-dit, ça crée quand même des tensions et de l'agressivité. Complètement. Puis après, ça peut... Parce que d'autant plus que je vous dis, c'est normal que vous vous sentiez mieux en étant à distance, puisque quand vous étiez en couple, il y avait beaucoup de disputes entre vous.
Ninon me dit, vous semblez être tous les deux de bonne volonté, il faudrait pouvoir dialoguer, exprimer chacun ce que vous ressentez, ça devrait vous aider à avancer, à faire évoluer. Ça peut évoluer une relation. Il y a des moments où on rencontre... Surtout que, bon, d'après ce que vous me dites, voyez, vous êtes en mesure de vous remettre en question, de vous poser des questions, de vous interroger sur vous-même, sur votre relation. Et votre épouse aussi, c'est-à-dire que pas forcément sur le moment, mais après coup quand même, elle vous dit oui, c'est vrai, tu as raison, ou oui, je suis désolée, je m'excuse. Bon, donc on n'est pas dans un moment où c'est un point de non-retour dans ce que vous décrivez. Non, complètement, oui. Hein? Donc parfois, vous savez, on peut traverser des moments de grosse crise comme ça, et quand on les surmonte, la relation est d'autant plus forte. Parce que je vous dis, ça dépend de vous, hein, finalement, de faire évoluer cette... Oui, on est deux, il faut être deux, quoi. Oui, c'est ça, vous pouvez donc en parler. Si pendant des années, j'avais le sentiment d'être seul, quoi, on peut le dire. Oui, mais vous pouvez en parler. Et du coup, dire que vous pouvez aussi comprendre ce qu'elle ressent là, parce que vous l'avez ressenti en étant en couple. Hein, et ça, c'est terrible comme sentiment, ce sentiment d'être seul quand on est en couple. Ouais. Mais ça permettra peut-être d'exprimer comme ça des choses qui vous pèsent à l'un et à l'autre. Tout à fait. Bon courage. Merci, puis merci à vous pour cette écoute et pour les messages que vous passez. Je vous en prie. Bon courage. Merci Stéphane, au revoir. Au revoir. Europe 1, pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes les minutes. 21, 34 centimes la minute. Bonsoir Mallory. Bonsoir. Bonsoir. Je vous écoute. Oui, alors moi je vous appelais parce que voilà, j'ai mon mari qui est chauffeur poids lourd et puis depuis 3 ans il a changé de secteur. Oui. Seulement il occupe un poste où il rentre tous les soirs au dépôt et il dort dans son camion bien sûr. Oui. Donc comme la distance nous sépare, on a 3 heures de route, j'aurais voulu déménager près de lui pour me rapprocher. J'allais dire près du dépôt, ben non, sinon, oui, il dormirait comme ça tous les soirs à la maison. Voilà. Mm-hmm. Et il en est hors de question. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Non. Mais c'est depuis qu'il est dans, enfin, c'est un nouveau travail qui fait que depuis quelque temps il dort. Voilà, il a toujours été chauffeur poids lourd, mais là, depuis 3 ans, il a la possibilité, il a tombé sur une opportunité. Oui. Le patron, c'est un ami qu'il connaît depuis longtemps, et donc il voulait absolument garder ce poste-là. D'accord. Donc vous étiez prête à déménager de façon à ce qu'il puisse rentrer dormir à la maison. Oui, puisqu'il dort en fait dans son camion toutes les nuits. Toutes les nuits, oui. Il ne rentre que le week-end. Voilà. Oui. Et il ne veut pas, il aime bien cette vie-là. Oui, il aime bien cette vie-là. Il nous dit, faut savoir aussi qu'autrefois, il y a quelques années, il m'avait déjà demandé de reprendre sa liberté. Donc ça m'a fait mal. Et puis j'étais pas d'accord de toute façon. Et puis donc là il a une certaine liberté, mais je voudrais bien qu'il ne dépasse pas certaines limites, quoi. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous avez peur qu'il utilise en vous trompant ? Oui, par exemple. Oui. Pourquoi vous avez peur de ça ? Parce qu'il est très distant, il est très réservé, très secret. Oui. Téléphone portable toujours dans la poche, les ordinateurs il y a des mots de passe. Il fait des choses quand je suis pas là, quoi, sur l'ordinateur, ou pas que je l'espionne, quoi. D'ailleurs, il me dit toujours, lâche-moi, j'ai l'impression que tu m'espionnes tout le temps. Oui, mais parce que vous n'avez pas confiance. Non, j'ai plus confiance. Pourquoi plus confiance ? Plus ou pas, je ne sais pas, mais... Et vous êtes mariée depuis combien de temps ? 16 ans. C'est depuis qu'il vous a dit qu'il voulait reprendre sa liberté ? Il y a eu déjà ça, il y a le fait qu'il m'ait dit qu'il voulait reprendre sa liberté, bon... il ne l'a pas fait, finalement. Comment ? Il ne l'a pas fait. Non, il ne l'a pas fait. Parce que même si vous dites, vous ne vouliez pas, si vraiment il avait voulu reprendre sa liberté, comme il disait, à un moment, on ne demande plus l'avis à l'autre. Oui. Hein, on le fait. D'accord. Donc peut-être parce qu'à ce moment-là, vous traversiez un peu un moment difficile dans votre couple. Non ? Non, j'ai pas l'impression, quoi, moi. Bon, c'est vrai que j'ai des problèmes de santé aussi, ce qui fait peut-être que je me renferme sur moi-même. Oui, qu'est-ce que vous avez ? J'ai une maladie auto-immune.
Ah oui. Avec beaucoup de douleurs, donc Oui. voilà. Ah oui, oui. Bon, après, suite au traitement, il me trouvait trop grosse. Après, j'étais pas souriante, voilà. Il vous fait beaucoup de reproches? Énormément. Mhm. Énormément de reproches. Bah, c'est-à-dire que si vous souffrez, le traitement vous a fait prendre du poids, il est pas très compatissant là, Non, pas du de tout. vous reprocher Voilà. cette prise de poids, alors que bon, c'est lié au traitement que vous prenez pour essayer d'avoir moins mal. Oui. C'est pas très, il fait pas très tellement gai. preuve, oui, d'empathie là vis-à-vis de vous, je trouve. Hein. Voilà, donc alors ça, c'était ça. Après, bah oui, mais t'as des cernes sous les yeux. Mais je travaille quand même, hein. Je fais 150 heures par mois. Bah attendez, et lui, il en a pas des cernes sous les yeux? Ah oui, mais bon, lui, c'est... Voilà. Lui, c'est lui. Bah oui, mais c'est pas. Pourquoi il vous si J'ai parce l'impression qu'il me rabaisse tout le temps, oui. Oui, bah là, c'est pas très gentil ce qu'il vous dit. Donc, après, ah ben maintenant, t'es bien parce que t'as maigri. Ben oui, forcément, parce que je déprime, je viens de perdre 14 kilos. Oui, donc c'est pas mieux. C'est Non, pas bien, en fait. Mais lui, il me trouve bien comme ça. Oui, mais c'est très égoïste. Tout à fait. C'est-à-dire que lui vous trouve à son goût parce que vous êtes plus mince, mais enfin vous êtes plus mince parce que vous déprimez, que vous avez perdu 14 kilos, ce qui est pas bon. Non, ce qui est pas bon du tout. Enfin, il vaudrait mieux que vous soyez un peu plus ronde, mais bien, Bien, voilà. bien moralement, je veux dire. Voilà, lui, il me dit, je veux que tu sois bien Pourquoi pour que moi, je sois bien, qu'il me dit. Oui, mais c'est quoi être bien pour lui? C'est pas Voilà, avoir de cernes je sais sous pas les c'est yeux, quoi. c'est être mince, c'est quand même c'est quoi? Ça flatte son narcissisme là? Mais au-delà de ça. Je sais pas trop, parce que bon, j'ai pas pensé sur le moment lui demander c'est quoi être bien, par exemple. Oui, c'est ça. Quand il vous demande comme si son bien-être dépendait du vôtre. Alors on pourrait comprendre si il était attristé pour vous de savoir que vous avez des douleurs, que vous souffrez, que vous n'êtes pas bien, que vous n'avez pas très bon moral. Mais de dire je suis bien si toi t'es bien, c'est dans quel sens? Oui, je ne sais pas ça. Parce que dans les faits, vous n'êtes pas bien en plus. Non, j'ai mes problèmes de santé. Plus maintenant, j'ai toutes ces questions et ces interrogations-là parce que par rapport à ses reproches, quoi. S'il me fait tellement de reproches et qu'à un moment... Oui, que vous doutez, vous n'avez plus... c'est en vous n'avez plus confiance en vous. Il vous fait perdre confiance en vous. Voilà. Voilà, c'est ça. Il me fait perdre confiance en moi. Oui, c'est ça. Parce qu'il a un regard trop critique. Voilà. C'est assez agressif. Si vous voulez, quand c'est important de sentir que l'autre porte un regard aimant sur nous. Enfin, même si que c'est pas lié uniquement au fait qu'on a quelques kilos en plus ou en moins, ou que bah oui, à un moment on est un peu fatigué, qu'on peut avoir des cernes ou les traits un peu tirés, mais de savoir que l'autre nous aime et porte un regard où du coup on se sent soi-même aimable. Enfin, c'est très réconfortant. Si l'amour qui nous porte est lié uniquement au fait qu'on doit être toujours tiré à quatre épingles et en forme, ça va pas. Non, ça va. Parce que c'est pas comme ça dans la vie. Non. Et on n'est pas une poupée qui sort d'une boîte et qui doit être toujours souriante, apprêtée, bien. Bon, ça veut pas dire qu'il faut se négliger et Non, plus tout faire à fait. d'efforts parce que. Tout à fait. Mais c'est pas mon cas non plus de me négliger. Non. Bon, il y a plein de facteurs qui font que je suis fatiguée. Et quand je lui dis je suis fatiguée, tu es toujours fatiguée, qui me répond. Mais ce qu'il ne voit pas, c'est que je travaille, je suis malade. Et là, dernièrement, j'avais tellement marre, je lui ai dit, écoute, demain, je ne vais pas travailler parce que je n'en peux plus, je n'y vais pas, j'arrête. Mais tu te rends compte, qu'est-ce qu'on va faire sans ton salaire, machin Oui, mais ça, il fallait penser avant, quoi. Je dis, parce que là, maintenant, moi, je suis au bout du rouleau. Je suis prête à faire n'importe quoi. bah, si vous êtes au bout du rouleau et fatigué, vous avez raison de vous arrêter. Donc là, dire qu'est-ce qu'on va faire sans ton salaire, il ramène beaucoup à lui, je trouve. Oui, il ramène beaucoup à lui, mais il dit que c'est moi. Il dit que c'est moi qui ramène toujours tout à moi. Oui, parce que vous êtes fatigué, donc Oui. ça l'énerve. Voilà. Bah, oui, mais c'est bon. Alors évidemment, c'est pas forcément. Enfin, déjà, il n'est là que le week-end. Oui. Bon. Alors, est-ce que vous pensez que c'est une façon d'être un peu dans l'évitement par rapport à vous, d'avoir accepté ce poste ou... Ben, il l'a voulu, ce poste-là. Il a voulu, oui, c'est démissionné ça. d'une place pour l'avoir, la place là. Il y a Sergio qui est un collègue de votre mari et qui dit il se fait payer ses découchés. S'il dort tous les jours chez vous, il perdrait ses découchés. Ah oui, ben d'abord, il les perd, ça. Il les perd, il n'est pas payé la nuit. Pourquoi?
Ben parce que normalement, il est censé rentrer dans un domicile. Donc, il n'est pas payé. Ah, il n'est pas payé? Ah non, il n'est pas payé. Mais pourquoi il veut dormir dans son camion? Ah ben, je sais pas, je lui ai demandé. Mais il est à combien de la maison, là, quand il... 3 heures de route. Ah oui, remarquez, oui. Non, il ne peut pas aller faire, ça j'en conçois. Oui, mais vous, c'est étonnant d'être, d'après ce que vous me dites, d'être prête à vous déplacer pour... Ben oui, pour avoir une vie de famille, quoi. Vous avez des enfants? Oui, on a un enfant. Qui vit très mal cette situation-là aussi, hein. Il a quel âge? Il a 14 ans. Il me dit, tu lui attaches trop d'importance, laisse-le. Oui, mais bon, voilà, quand on aime... Oui, mais vous voulez vous rapprocher parce que vous êtes inquiète et vous avez l'impression que si vous étiez là, du coup, il pourrait plus... Je dis pas qu'il le fait déjà, hein. Je n'en sais rien. Vous imaginez? J'ai le doute maintenant. Oui, mais vous savez, si quelqu'un veut nous tromper, il arrivera toujours à le faire. Oui, même si on est, même un homme, s'il va être infidèle, c'est pas parce qu'il rentre tous les soirs chez lui. Tout à fait. Qu'il sera fidèle pour autant. Il y a des hommes qui s'arrangent pour dormir tous les soirs chez eux et qui pour autant ont une liaison. Bien sûr. Donc c'est un faux problème, ça. Oui. Donc c'est qu'il y a un problème de perte de confiance. Vous ne lui faites plus confiance, vous ne lui faites pas confiance, mais c'est pas en étant encore plus sur lui ou à vouloir être là, enfin comme il vous dit d'ailleurs, hein, parfois arrête de m'espionner, que ça va régler les choses. Ça, je m'en doute, voilà. Parce que soit vous abordez les choses avec lui en disant que cette situation vous fait souffrir, c'est-à-dire que auparavant il rentrait tous les soirs, hein? Non, il était déjà parti la semaine, mais c'était différent parce qu'il n'avait pas la possibilité de rentrer à un domicile le soir. C'est le fait que là, ce poste-là pourrait lui permettre. Oui, mais alors, vous voyez, lui, il peut se demander pourquoi aussi subitement vous n'acceptez plus cette façon-là de travailler, parce que vous l'avez toujours connu de cette façon-là. Donc pourquoi oui, il pourrait rentrer à un domicile, mais enfin, il faut qu'il fasse 3 heures de route pour rentrer. Non, mais je veux dire, si on déménageait, quoi. Si nous, on allait habiter là-bas, puisqu'on n'est pas propriétaire, je vois pas pourquoi on ne pourrait pas habiter tous ensemble. Et qu'est-ce qu'il vous répond à ça? Il répond qu'il ne veut pas aller habiter en ville, qu'on est très bien à la campagne et que... Bon. Voilà. D'accord. Ben lui, s'il est sur la route toute la semaine, on peut comprendre qu'il apprécie de se retrouver dans un endroit calme. Mais parce qu'il vous manque tant que ça, ou c'est parce que vous avez peur? Il y a la peur. C'est la peur. Oui, mais la peur n'évite pas le danger, hein, comme on dit. C'est ce qu'il m'a dit. C'est ce qu'il m'a répondu. Et c'est pas parce que vous allez être sur lui, vouloir en vous disant, comme ça au moins il va rentrer tous les soirs, il me trompera pas, vous n'en savez rien, parce que dans son travail, il peut très bien vous tromper plus tôt dans la journée. Bon. J'ai pensé à ça aussi. Bon, ça ne réglera pas forcément vos doutes. Alors après, si c'est par rapport à la vie de famille, par rapport, mais là, j'ai l'impression que c'est l'angoisse qui vous fait parler, l'angoisse qu'il puisse partir, avoir une liaison. Parce que, soit pour une liaison, soit parce que je suis trop après lui maintenant. Mais c'est le risque. Oui, c'est le risque. Oui. Si vous êtes trop comme ça dans cette incertitude et à vouloir, comme vous dites, peut-être un peu l'espionner, à un moment, c'est vrai que c'est épuisant pour l'autre de penser qu'il n'y a plus de confiance. Alors soit vous avez des doutes sérieux, fondés, et vous lui en faites part, mais il faut faire la part des choses entre ce qui relève de votre inquiétude à vous, d'angoisse, et de faits qui pourraient vous mettre vraiment la puce à l'oreille et vous dire qu'il y a quelque chose d'autre. Vous voyez, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a des faits avérés qui vous font réellement douter? C'est-à-dire qu'une fois, je suis tombée sur un email où il écrivait une nana de 25 ans, quoi. D'accord. Où il a charmé, même à moi, il m'a jamais dit des phrases pareilles, quoi. Je suis tombée des nues. D'accord. Je suis tombée en arrêt maladie, par exemple, le 8 novembre, et le 15 novembre, par exemple, il a envoyé l'email à cette nana-là, qui voulait faire embaucher dans sa boîte, en plus. Et c'est la fille d'une copine. Vous la connaissez? Oui, je la connais très bien. Et la fille, elle n'a rien dit non plus, hein. Elle venait à la maison. Elle était peut-être gênée, hein, cela dit. Peut-être. Elle était peut-être gênée, si c'est... Vous voyez, vous avez... Mais moi, quand je suis gênée, vous voyez, je vais plus chez les gens.
Après tout, elle n'avoir rien à se reprocher. Oui, aussi. Donc justement, et venir chez vous parce que elle a pas forcément, vous n'avez pas vu ses réponses à elle. Non, j'ai pas vu ses réponses. Donc elle n'a pas répondu apparemment. Voilà, donc peut-être qu'elle, cette non-réponse, c'est très clair et que du coup, elle se sent pas coupable. Donc oui, elle continue à venir comme elle le faisait avant parce que c'est elle le considère comme votre mari. Point barre. Vous voyez, c'est pas à elle d'être gênée finalement. Oui, d'accord. Oui. Bon, en revanche, quand vous avez surpris ce mail, alors là, je comprends mieux. Est-ce que vous en avez parlé à votre mari? Oui, il m'a dit ça, c'est une connerie. Je sais, c'est une connerie. J'aurais jamais dû écrire ça. Donc après, vous pensez bien, mot de passe sur l'ordinateur. Oui, c'est une connerie, mais je comprends là. C'est lui qui dit ça, mais enfin, ça montre qu'il est dans une quête, dans un désir. Alors surtout, c'est en plus, c'est perturbant, parce que c'est quand même la fille d'une amie. Donc il y a cette proximité qui est très gênante, je trouve. Voilà. Une jeune femme, voilà. Et surtout si à vous, il vous renvoie une image, je trouve vraiment négative. Pas positive. Oui. Négative. Que vous avez grossi, que vous avez des cernes, que vous avez ici. Bon, donc c'est pas très sympathique. Hein. Donc je crois que là, il faut aborder... c'était il y a combien de temps, ce mail? C'était l'année dernière, au mois de novembre. Ça fait un an passé. Bah oui, mais alors là, c'est vrai qu'il y a un peu prescription, non? Si vous avez... Si on en parle encore. Voilà, on en a encore parlé ce week-end. Oui, mais vous en parlez comment? En lui jetant à la figure? Oui, voilà, c'est ça. Oui, quand vous êtes en colère. Oui. Oui, mais soit il faut dire que il y a un problème, c'est que vous vivez mal. Vous pouvez lui dire que vous vivez mal le fait qu'il ne veuille pas que vous vous rapprochiez, que vous avez l'impression qu'il s'éloigne et que lui, vous savez, il vous donne pas d'éléments pour vous rassurer. D'une part parce que il met en avant, il porte un regard assez critique, voilà, qui est pas valorisant. Je lui ai dit ce matin. Bon, qui est pas valorisant, et d'autre part, il veut pas que vous rapprochiez. Donc, compte tenu vous vous demandez un petit peu dans quelle perspective il est et qu'est-ce qu'il attend. Est-ce qu'il tient toujours à vous, à votre relation? Il m'a dit ce matin, tu crois que si je ne t'aimais pas, je serais encore là? Bon. Avec tout ce que oui, mais vous pouvez lui dire. Alors, ce qui est vrai, c'est un bon argument. Parce qu'après tout, il pourrait d'ailleurs, même quand vous dites vous êtes resté vous traumatisé par le fait qu'à un moment il ait voulu reprendre sa liberté et vous êtes resté fixé là-dessus. Mais c'est peut-être parce qu'à un moment il y avait des difficultés entre vous. Il n'empêche qu'il est toujours là aujourd'hui. Oui. Mais il n'empêche qu'il s'est aussi inscrit sur des sites de rencontres quand même. Mais vous le savez ça? Oui. Ah oui, mais ça, alors il faut lui en parler. C'est-à-dire qu'il n'a pas à être inscrit sur un site de rencontre. Là, pour le coup, il n'a pas. C'est vous seul pouvez décider de ce que vous supportez ou pas. Le problème, c'est que si je lui dis, mais je sais que tu es inscrit sur tel pseudonyme sur un site de rencontre, il va me dire, mais t'as fouillé dans mes affaires. Arrête de m'espionner. Mais vous pouvez lui dire que vous aussi vous êtes sur le site. J'en ai parlé ce week-end. Je lui ai dit, moi. Comme ça, qu'il doute un peu aussi, puisque voilà, semble-t-il, il doute pas de son côté. Lui, il vous renvoie que bon, voilà, physiquement, attention de ne pas vous laisser aller. Vous pouvez lui dire, vous pouvez utiliser l'humour aussi. Dire oui, il se trouve que bon, vous avez très bien vu qu'il a beau se planquer derrière un pseudo, vous l'avez reconnu. Et s'il vous demande, qu'est-ce que tu faisais, dire comme toi, hein, pour le titiller un petit peu. Non, parce que ça, après, c'est ce que vous pouvez supporter ou pas. Hein. Je dis, il n'a pas à être sur un site de rencontre, ça ne regarde que vous. Ça ne regarde que vous et votre relation. Moi, j'ai pas à m'en mêler. Mais c'est vrai que là, bon, je comprends mieux vos inquiétudes. Et à ce moment-là, vous êtes quand même en droit de fixer des limites et de dire que non, ça ne va pas. Alors, après, il retourne. Évidemment, la meilleure défense, c'est l'attaque. Il va dire, ah oui, mais il fallait pas fouiller sur mes affaires. Vous pouvez dire, oui, mais je fouille parce que je suis désolée, j'ai plus confiance. Et malheureusement, ça m'ennuie de tomber là-dedans. J'aimerais ne plus être dans ce... Il ne donne rien, aucun élément pour vous rassurer. Et c'est vrai que le fait de ce mail à cette jeune femme de 25 ans, les critiques qu'il vous formule, vous savez qu'il est inscrit sur un site de rencontre, ça fait beaucoup. Plusieurs. Bon, alors ça va pas, vous pouvez le dire. Voilà, donc je veux dire, c'est vrai que je sais pas toujours dire les choses comme il faut, que je m'énerve, parce que j'ai la rage, quoi. Ça, plus ça, au bout du compte, je tiens plus.
Mais quand je lui dis quelque chose, oui, mais tu vois que il me dit tu vois le mal partout. Bah écoutez, non, là c'est un peu trop facile comme argument. Il retourne la situation, il vous rend, Voilà. il cherche à vous faire culpabiliser en disant t'as pas à fouiller dans mes affaires. Bon, après tout, c'est vrai que normalement on n'a pas à fouiller dans les affaires de l'autre. Et il vous dit tu vois le mal partout. Écoutez, je suis désolée, mais enfin, quand on est en couple, en principe, on n'a pas à être inscrit sur un site sur des sites de rencontres. Vous lui posez la question, dire qu'il a une curieuse conception de votre relation. Qu'est-ce qu'il ferait s'il s'apercevait que vous êtes aussi inscrite sur des sites de rencontres? Il faut que vous teniez bon, mais c'est vrai que si vous êtes vous exprimez dans des moments de grande tension, de grande colère, il arrive à vous retourner. Oui, c'est sûr. Bon, donc il faut, au lieu de dire, de vouloir régler les choses concrètement en disant, moi je veux déménager, je veux être près de toi, l'empêcher. Vous l'empêcherez pas d'aller sur des sites de rencontres, même si vous vivez ensemble. Hein. Il peut toujours y aller. C'est simplement, c'est avec lui, c'est clarifier votre relation. Qu'est-ce qu'il veut en faire, qu'est-ce qu'il attend, et dire que vous n'êtes pas prête à accepter n'importe quoi. C'est peut-être ça aussi qu'il faut lui renvoyer, en lui montrant que vous n'êtes pas dupe. Et que vous n'êtes pas prête à accepter n'importe quoi. Et qu'après tout, les questions qu'il se pose, que vous posez, pourquoi ne se les poserait-il pas? Je lui ai dit. Non, mais oui, mais justement, comme dit First Lisa, c'est vous perdez confiance en vous parce qu'il vous dévalorise, mais peut-être à vous de le rendre un peu jaloux, c'est-à-dire là vous êtes uniquement dans la position de la femme jalouse qui espionne, qui récrimine, qui reproche, bon, et vous avez vos raisons. Mais après tout, la réciproque peut être vraie. C'est-à-dire, quand il n'est pas là, il veut pas rentrer. Vous pouvez sortir, vous pouvez voir vos amis. Vous voyez, racontez un peu. Mais je ne peux pas. Le problème, c'est que je ne peux pas parce qu'il y a le gamin. Donc moi, je peux pas. Enfin, il a 14 ans. Il se garde un peu tout seul. Il y a des moments. C'est pas un bébé non plus. Oui. Il me dit, sors voir tes amis. Maintenant, il me dit ça. Oui, mais parce qu'il sait que vous le faites pas. Ah oui. Parce qu'il sait que vous êtes là, centré sur lui. Et il serait, justement, peut-être ou alors vous lui en parlez moins. C'est pas comme ça en vous montrant aussi dépendante et jalouse que vous allez vous l'attacher non plus. Oui, vous le sécurisez trop, vous. Lui, il est hyper sécure dans cette relation. Ah oui, c'est sûr. Il sait que alors je vous dis pas, vous voyez, c'est pas de sortir, de faire n'importe quoi, de le tromper, mais c'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire, mais c'est de le piquer un peu aussi, qu'il se rende compte que vous n'êtes pas là, tels les Pénélope, à attendre son retour. Et qu'il comprenne aussi, à un moment aussi, parce que c'est très paradoxal, il vous dévalorise, il s'inscrit sur des sites de rencontres, et vous en même temps vous êtes là à lui courir après. Oui, en disant je veux me rapprocher de toi, on vivra ensemble. Donc non, à un moment aussi, ça veut dire qu'au fond, vous acceptez implicitement tout. Oui. Donc non, vous avez le droit, puisque ça vous fait souffrir, de ne pas tout accepter et d'être très clair là-dessus. Dire que si il veut mener sa vie de son côté et vivre comme un célibataire, dormir dans son camion, vous pouvez dire, ou ailleurs, être inscrit sur des sites de rencontres, mener une vie de patachon, ça le regarde, mais que vous ne concevez pas votre relation comme ça. Et qu'à ce moment-là, vous en tirez les conclusions qui s'imposent. Mais être un peu ferme, parce que vous lui faites passer un message en disant vous le soupçonnez, vous lui faites des procès, mais finalement, à côté de ça, vous lui courez après. Ah oui, c'est sûr. Donc, il sait qu'il est tranquille, hein, vous acceptez tout. Tout à fait. D'accord ? C'est pas évident. Non, c'est pas évident, mais il faut savoir vous dire qu'est-ce qui est supportable pour vous ou pas. Parce que à un moment, si vous êtes là à lui reprocher plein de choses, mais en même temps que rien ne bouge et que c'est juste pour lui, vous faites des scènes, mais qu'il n'y a rien derrière. Je vais prendre la comparaison qui n'a pas lieu d'être parce que c'est pas un enfant, mais comme un enfant, si vous lui dites sans arrêt, attention, tu sais là, je vais te punir si tu fais ça. Je t'avais dit de pas le faire. Attention, je vais te punir. Et bon, mais finalement, il n'y a jamais de sanction. Vous savez, l'enfant, il comprend, il peut dire cause toujours. Hein.
Alors, votre mari n'est plus un enfant, mais vous vous comportez comme si c'était comme vous un petit enfant et que vous supportez toutes ces frasques. Parce qu'il m'a dit arrête de me prendre pour ton fils. Oui, mais il se trouve que c'est votre mari et que vous n'êtes pas obligé d'accepter toutes ces frasques. Tout à fait. Mais des fois, je ne sais pas comment faire, voilà. Ben oui, mais parce que c'est là où il faut que vous soyez un peu clair avec vous-même. C'est-à-dire, vous pouvez pas dire d'un côté j'en ai marre de ton comportement, j'en ai marre, mais pensez le solutionner parce qu'en restant près de lui, là, il va pas bouger d'une oreille. C'est pas vrai. Vous pouvez pas le fliquer sans arrêt. Et puis ça veut dire quoi une relation où il y a plus cette confiance? Soit vous lui dites que vous avez besoin de lui faire confiance, que vous n'aimez pas ce rôle que vous êtes amené à jouer là de le fliquer, mais qu'à ce moment-là, qui vous rassure, parce qu'il ne vous rassure pas en ce moment. Et puis vous, il faut que vous repreniez un peu confiance en vous et que quand il essaie comme ça de vous dévaloriser ou autre, que vous le renvoyez un peu dans ses buts. Hein. Oui, d'accord? Oui, parce que ce matin, bon, Voilà. Ce matin, à 6h du matin, je l'ai déjà rappelé au téléphone pour lui dire des choses qu'il m'avait dites et qui me reviennent à l'esprit. Ouais. En fait, tu prends tout au premier degré, mais enfin, c'est des choses graves. Je suis désolée, oui, il faut lui montrer que ça vous blesse. Voilà, parce que c'est un peu facile après de se dédouaner comme ça. Voilà. Ça vous blesse. Et ce soir, quand il a rappelé au téléphone, c'était un ange. Est-ce que oui, mais bon, il sait vous retourner aussi. Donc, à vous, à un moment, de savoir ce que vous voulez. D'accord ? D'accord. Bon courage, Mallory. Merci, je vous remercie beaucoup. Au revoir. Au revoir. Deuxième heure de votre libre antenne et nous sommes toujours en direct sur Europe 1 jusqu'à 1h. Vous pouvez appeler le 39 21 pour me parler de vous et vous pouvez aussi vous manifester par mail sur le site europe1.fr ainsi que par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Des messages encore qui arrivent pour Mallory qui se demandait un petit peu, son mari est routier, elle voudrait, il dort toutes les nuits dans son camion et il ne se voit que le week-end. Elle était prête à déménager pour se rapprocher de son nouveau lieu de travail, mais lui ne le souhaite pas. Mallory s'inquiète parce que il est inscrit sur des sites de rencontres. Alors il y a Angie qui dit s'il vous dévalorise et s'inscrit sur des sites de rencontres, qu'est-ce qui vous rattache encore à lui? Mallory nous disait qu'elle aimait cet homme. Elle dit ah ben oui, mais quand on aime, et peut-être que justement c'est le fait qu'il lui échappe aussi qui le rattache à elle. Hein, qui sait. Il y a Sergio qui dit ah non mais ça va pas du tout. Faites-vous respecter parce que lui ne vous respecte pas et n'acceptez pas l'inacceptable. Et puis il y a Cathy qui dit peut-être vous de votre côté vous pourriez vous faire aider pour supporter votre maladie. Et on va accueillir Steve. Bonsoir. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir Steve. Bonsoir. Alors je vous appelle ce soir pour voilà, donc j'ai 23 ans. Oui. Et je vous appelle parce que étrangement, bon, j'ai une vie plutôt rangée, plutôt banale, on va dire. Bon, je suis pas étudiant, je travaille dans un cabinet d'experts comptables. Oui. Voilà, je suis très très bien là-dedans, d'autant plus que c'est un CDI je l'ai eu depuis, ça fait maintenant un peu plus d'1 an. D'accord. Oui. Et en fait, comment dire, rien n'a été fait dans ma vie, en fait, dans mon petit parcours de vie jusqu'à présent, rien ne m'a rapproché sérieusement, en fait, de ma vraie passion. Oui, qui est ma passion dévorante, qui est la comédie, le cinéma. D'accord. Alors en fait, pour être clair, c'est vraiment quelque chose qui me poursuit depuis tout petit, mais qui vit en moi. De quelle façon, depuis tout petit? C'est-à-dire que déjà j'étais fasciné par les films que je voyais déjà tout petit. Je commençais à peine je marchais, voilà, je faisais limite Charlot avec une canne ou quelque chose comme ça. Voilà, c'était vraiment c'est quelque chose de très 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 fort. Alors là, je me permets de le dire librement ce soir, mais c'est vrai que à chaque fois que je disais ça dans ma vie scolaire ou que je vivais ça au plus profond de moi, on me disait surtout voilà, c'est plutôt un rêve, quoi. Qui vous disait ça? Pratiquement tout le monde. Vos camarades?
Alors les camarades c'est un peu plus particulier parce que je les faisais rire ou ils m'aimaient pour mon côté comédien tout ça, donc ils me voyaient tous comédiens, mais au fond d'eux c'était pas un métier quoi. Enfin, oui, mais enfin vous aviez une personnalité qui attirait l'attention. Voilà. Vous amusiez vos camarades, vous aimiez voilà. Voilà. Donc c'était plutôt les enseignants qui vous disaient ça ou votre famille. Voilà, la famille, les enseignants. Donc vous les avez écoutés puisque vous êtes dans un cabinet d'experts comptables. Voilà, eh bien oui. Et là je me demande ce que je fais là en fait. Ça ne vous plaît pas? C'est-à-dire que j'ai pas pris du tout de risque. On m'a martelé que ça n'arrivera jamais, que c'est surtout ma famille qui est très qui veut pas croire au rêve artiste quoi. Ils ont un peu peur, ça peut faire un peu peur. Voilà, et du coup c'est pas leur univers à eux, c'est ça quand vous dites ça paraît toujours ils ont une inquiétude pour vous en se disant l'avenir est pas tellement assuré. Et c'est ça. Ouais. Mais en fait, du coup, mais vous l'avez assuré en étant. Vous êtes puisque vous travaillez dans ce cabinet d'experts comptables en tant que comptable. Je fais de l'accueil, j'appelle les clients, le suivi de dossier, j'assure un peu pas mal de choses. Ouais. Mais je me sers de mon bagou, on va dire entre guillemets, de mon petit talent de comédien pour parler aux gens, alors que je suis hyper timide quoi. Normalement, je suis hyper timide. C'est peut-être pour ça d'ailleurs vous vous réfugiez derrière ce côté comme ça un peu comique, trublion. C'est une carapace aussi. C'est ça. Et puis je vais vous dire, Caroline aussi, la chose qui revient tout le temps pour quelqu'un qui veut jouer de la comédie, c'est tu fais du théâtre. Alors le truc, moi, je sais pas. D'ailleurs, s'il y en a un qui est comme moi, qui m'entend ce soir, bon peut-être, je sais pas. mais je suis jamais encore tombé sur quelqu'un qui, comme moi, dissocie carrément le jeu du théâtre et le jeu en audiovisuel. Parce que moi, j'ai toujours été. En fait, moi, je suis bien devant les caméras, devant les photos. Les photos. En fait, j'ai fait des books déjà. Parce qu'en fait, la petite partie dont je sais pas du tout parler, c'est pendant un an, naïvement, je suis parti sur Paris. Et donc je suis tombé sur quelques agences de casting qui m'ont plumé quoi, naïvement j'ai payé 600 € des choses aberrantes. D'accord, oui. Et ça m'a honnêtement, il faut pas que je m'arrête là c'est sûr, mais ça m'a quand même beaucoup échaudé quoi. Et j'ai perdu beaucoup d'argent entre les trajets jusqu'à Paris et les. Pour vous présenter dans des castings. Oui, mais c'était en fait je suis tombé. Alors c'est ça que j'ai toujours regretté aussi parce que quand même il faut un certain réseau et moi venant de province ou allant un peu à l'aveuglette sur Paris, je suis tombé sur les pires agences, même un agent qui était complètement. Il y avait une descente de police en bas de son immeuble à un moment donné parce qu'il avait caché trop de haches. Il me disait qu'il avait travaillé à Canal+. Des choses. D'accord. Non mais un truc folklorique quoi. Alors. Vous pourrez en faire un sketch plus tard. Ah oui, non mais c'était assez comique parce que moi j'y croyais dur comme fer. Oui, si ce n'est que vous vous êtes fait escroquer pour le book. Oui, mais je crois que j'étais vraiment. Bon, vous n'êtes pas le seul, hein. Souvent dans ces cas-là, ils mettent en avant genre des ponts d'or qu'ils ont plein de contacts avec plein d'attachés, de presse, d'agents, d'acteurs et autres, et puis il y a rien derrière. Mais oui, alors c'est pas étonnant qu'on vous dise de faire du théâtre parce que c'est vrai que les grands acteurs, beaucoup sont passés par le théâtre. Mais il y en a qui ne sont pas passés par là. C'est vrai, tous n'ont pas fait du théâtre et pour autant certains ont fait carrière. Mais c'est-à-dire que là, peut-être que ça va froisser. Il y a peut-être nos amis du théâtre qui vont peut-être vouloir me arracher leur combiné. Mais ce que j'ai ressenti dans la mentalité du théâtre, enfin dans les clubs amateurs, on va dire, pas les grandes institutions et tout ça, mais de dire voilà, je veux faire l'audiovisuel, je veux tourner dans des films, je veux être vu quoi par le monde. Voilà, vous voulez être vu. Et faire les reprises, et faire des prises tout le temps. Bon, ça froisse les gens. Moi, on m'a dit voilà, il y avait des profs de théâtre qui m'adoraient, qui me trouvaient une personnalité super et tout, mais ils sont dans leur truc, dans leur limite. Moi, oui, vous accrochez, donc après tout dans un casting, vous pourriez accrocher de la même façon. Vous y allez dans les castings ?
Et alors, c'est ça le problème, c'est que je trouve que là, j'ai tellement été échaudé sur Paris, en fait, que je n'ose pas y revenir. Et puis, j'ai pas trop le temps. Maintenant, je suis à temps plein. Enfin, je suis un peu crevé le week-end. J'ai l'impression que. C'est vrai que c'est plus facile, oui, en étant à Paris, hein, de faire ça, parce que. Et puis, bon, vous n'allez pas non plus. Vous pouvez prendre des jours, mais enfin, vous n'allez pas vous mettre en péril dans votre boulot pour courir les castings. Et honnêtement, j'ai pensé à tout arrêter ou alors à prendre vraiment un congé énorme pour retenter ma chance sur Paris. Mais bon, c'est risqué quand même. Hein. C'est très risqué. Parce que Paris, après, il faut. Je ne sais pas si à ce moment-là, vos parents, est-ce qu'ils vous aideraient mais parce qu'après, il faut que vous ayez un logement, un loyer. Les loyers sont élevés. Et c'est ça me bloque sur beaucoup de trucs. Ou alors, il faudrait que vous trouviez un poste. Un mi-temps, quelque chose qui vous permette à côté de ça d'avoir une activité, parce que des castings, il n'y en a pas tout le temps. Mais parce que vous avez commencé en me disant que vous étiez passionné de cinéma, mais après vous me parlez d'audiovisuel, vous me parlez de photos, vous dites que vous avez envie d'être vu. Alors voilà, c'est ça, qu'est-ce que vous souhaitez finalement? Vous allez dans des castings de quoi? Alors en fait, pour tout dire, voilà, la chose qui m'a aussi desservi, c'est en fait quand on dit je veux être acteur, c'est surtout être star. Voilà, être star, n'avoir rien trop fait de sa vie, être star, être adulé du public et être jeté au bout d'un an après. Voilà. Oui. Et moi en fait, c'est vraiment quelque chose de très fort. Pour moi, acteur, c'est un métier comme avocat ou docteur limite. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est pas du tout être star. Pas tout à fait, quand même. Hein. Non, oui. Oui, ça n'a rien à voir. Oui, ça n'a rien à voir, mais je veux dire grossièrement que pour moi, c'est un métier comme un autre. C'est pas du tout. Je veux pas que ce soit un état momentané, quoi. Je veux pas que ce soit star ou quelque chose. Je veux que ce soit un métier, même si. De toute façon, avant d'être star, sinon star, on l'utilise maintenant à tort et à travers. Hein. Vous faites de la télé-réalité, vous êtes connu, mais connu pour combien de temps? C'est-à-dire qu'on m'a déjà mais si vous voulez être connu, oui, c'est possible. Vous pouvez faire de la télé-réalité, vous êtes connu. Qu'est-ce que ça vous apporte après? Parce que vous voulez être connu, être reconnu, finalement, avoir la lumière sur vous. Il y a un côté. Mais c'est plutôt honnête de votre part de le dire comme ça, parce qu'il y en a qui vont dire non, justement, qui voudraient dire moi je veux faire du théâtre, mais j'ai besoin, je sens une passion, une vocation. Bon, vous avez l'honnêteté, la franchise de dire que vous voulez être connu, être vu, regardez que vous voulez être sous les feux des projecteurs. Voilà, on va dire être aimé par une bonne. Être aimé, oui, bien sûr, c'est le moteur à la base. Hein. Et il y a des comédiens qui peuvent être un peu inhibés, un peu réservés, un peu timides dans la vie et qui sur scène prennent très bien la lumière, ont une présence incroyable. Il y a First Lisa qui dit François-Xavier de Maison était fiscaliste au départ, avocat. Bon, oui, je sais. Il y a des gens qui ont percé comme ça et qui ne sont pas passés par des cours de théâtre. Mais c'est logique. Si vous dites que c'est comme un métier pour vous, c'est logique qu'on vous dise de prendre des cours parce qu'un métier ça s'apprend. Oui. Or là, vous comptez sur votre personnalité, ce qui est un plus, ce qui est un atout. C'est-à-dire vous êtes dans la séduction de cette façon-là, en faisant rire les autres. C'était votre façon d'être aimé déjà à l'école. Mais est-ce que vous pensez pas après qu'il faut un peu un plus après tout, puisque vous l'envisagez comme un métier, de dire ça s'apprend un métier et que au-delà cette personnalité, tant mieux, c'est un plus parce que c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui va apprendre mais qui n'a pas le feu sacré, qui n'a pas de présence, qui n'a pas de charisme, vous voyez, ça s'apprend pas. Bon, si vous l'avez, tant mieux pour vous. Ça n'empêche pas que vous pouvez aussi apprendre quand même des ficelles, des trucs, ça s'apprend. C'est pour ça que je voudrais tomber, on va dire, entre guillemets, sur des gens qui pourraient me comprendre ou me donner des conseils, parce qu'à chaque fois que j'ai l'impression oui, mais justement attention de ne pas devenir une proie, parce que évidemment vous avez il y a ce côté attachant de naïveté spontanée, de dire voilà, moi j'ai envie d'être connu. Vous cachez pas derrière votre petit doigt, vous dites pas, vous y allez franchement, mais du coup bien sûr que vous pouvez devenir la proie de personnes qui vont vous faire un bouc, vont vous faire miroiter des tas de promesses et puis il n'y aura rien derrière. Donc,
par rapport à ça, c'est quand même bien d'appréhender un peu la réalité, parce que la réalité, c'est pas être à un moment devant, vous faites plaisir en faisant votre book et aller courir les castings, mais il y a aussi le petit plus qu'il y a des choses qui s'apprennent quand même. Parce que comme vous dites, les grands acteurs, ceux qui ont fait du théâtre au départ, ils n'ont pas commencé dans ce métier en disant je vais être star. Ils disaient voilà, je vais essayer de jouer, d'interpréter des rôles, d'être au service de très beaux rôles. Mais et ceux qui sont souvent devenus les plus grandes stars n'étaient pas au départ dans cette optique-là. Mais ils ont travaillé. Si vous voulez, tant mieux si vous avez du talent. Mais il faut pas non plus, c'est comme dans tout, j'ai envie de dire, puisque vous faites la comparaison avec des métiers. Et peut-être encore plus là-dedans, il faut pas jouer trop sur la facilité. Oui, et miser que sur vous, c'est-à-dire qu'il y a, tant mieux, le talent, ça va être ce qui va permettre qu'on vous distingue, mais ça n'empêche pas qu'il faut du métier derrière. Oui, je comprends. Et c'est pour et ça comme dit Cathy, des conservatoires, il y en a ailleurs qu'à Paris. Oui. Et puis, y a Ninon qui dit vous pouvez vous payer un stage de théâtre pour vos prochaines vacances aussi. Ça peut être, vous pouvez être repéré. Oui, c'est vrai. Oui, pourquoi pas, parce qu'après il y a des professionnels qui. Ça peut être même dans le cadre d'une école de théâtre. Vous pouvez faire un stage d'un mois. Ça vous donnera quand même. Ça peut être l'occasion de nouer des contacts. Ça peut être, vous pouvez être repéré par quelqu'un. Et puis, ça vous donne si vous voulez, parce que dans les castings, vous avez dû remarquer, vous n'êtes pas le seul. Oui. Hein oui. Bon, il y a beaucoup de gens qui, comme vous, rêvent de devenir acteurs. Bon. Donc, ce qui fait la différence, après, c'est, comme je vous le disais, une personnalité, quelque chose qui va accrocher. Il y a un facteur chance aussi, c'est-à-dire que vous avez à ce moment-là le physique pour le rôle qu'il recherche. Oui. Ça joue aussi. Mais je vous dis, il faut pas s'enfermer dans une facilité qui serait de penser que tac, ça va vous tomber tout rôti. Mais c'est ça, en fait, oui, je comprends tout à fait, parce que c'est ça. Enfin, moi, je sais que ça va pas me tomber du tout comme ça. Hein, non. C'est ce que je dis. Mais moi, je vous dis pas, je vous dis pas, c'est un rêve. Après tout, oui, je crois que de toute façon, il faut essayer de. Vous avez 23 ans, il faut essayer de les concrétiser. Vous pouvez essayer, parce que peut-être même en vous confrontant à la réalité, parfois après on se rend compte que après quoi vous couriez, finalement c'est pas la même chose. Vous voyez, quand vous dites je veux être vu, je veux être reconnu, peut-être que vous l'avez pas suffisamment été, peu importe. Il y a peut-être des choses où à un moment ça prendra moins d'importance pour vous d'être vu et reconnu. Oui, et puis peut-être que ça va être réellement votre moteur et que vous allez à un moment vous réaliser là-dedans. C'est possible. Il y a Jeanne qui dit vous pouvez déjà commencer par faire de la figuration dans des films. On demande beaucoup de monde pour la figuration et ça peut déboucher sur des petits rôles. Mais ça c'est vrai que évidemment dans les grandes villes c'est mieux. Oui. Mais c'est vrai que. Oui. Il faudrait que je comprends tout ce que vous voulez dire, parce que c'est quelque chose qui me semble évident aussi. Oui, mais vous avez cette énergie, cet enthousiasme, ce désir de dire je vais y arriver. Donc, vous vous présentez plein d'espoir dans les castings, et puis le but c'est pas, il faut être costaud aussi, parce que c'est un métier où on vous loupe pas, on vous surtout si, comme vous dites, vous voulez le faire pour être aimé, vous avez envie d'être aimé, mais là vous pouvez être envoyé à des réalités un peu dures, un peu abruptes, où on peut vous balancer des choses pas très gentilles dans la figure. Donc il faut. Mais je pense à Jean-Paul Belmondo, je sais plus à qui on avait dit jamais de toute façon qu'il fallait qu'il renonce, parce que il pourrait jamais, avec le physique qu'il avait, il pourrait jamais tenir une femme dans ses bras. Ou même Jean Dujardin, où un agent l'avait littéralement vous ferez jamais de cinéma, quoi. Alors que là, il a l'Oscar du meilleur acteur. Oui, mais oui. Bon, ou même. Donc, si vous voulez, il y a des tas d'exemples comme ça. Bon. Alors évidemment, il y a tous les autres qui se présentent, qui courent les castings, et puis où il se passe rien. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qu'on avait cassées à un moment et qui y croyaient, se sont accrochés. Bon, il y avait une espèce de feu sacré et du talent, évidemment.
C'est-à-dire que, moi je sais qu'il y a des choses où je suis nul, mais là, la comédie, c'est quelque chose pour moi qui vient en moi, littéralement. Alors après, mon jeu ne pourra pas plaire à tout le monde, ou plaît pas à tout le monde. J'ai déjà fait des courts-métrages, mais bon, ça restait toujours on va dire, dans un cadre amateur, finalement. C'est pas resté, voilà. Mais... Alors, il y a Raphaël qui dit, si l'objectif de Steve est d'être aimé, il faut aussi se méfier de la célébrité, parce qu'elle va de pair avec la critique, souvent très violente, et ça peut être très contre-productif. C'est vrai que j'en parlais par rapport à la télé-réalité, où vous en parliez vous-même de ces personnes qui veulent être connues sans avoir rien fait. C'est le principe de la télé-réalité. Tout d'un coup, elles sont très exposées, très connues. Alors, et malheureusement, derrière, c'est ce qui est terrible, c'est que il y a ce désir d'être aimé du plus grand monde, parce que souvent, il y a beaucoup de carences derrière. C'est dans les trajectoires des uns et des autres, beaucoup de carences affectives. Et Raphaël a raison. Dans la célébrité, on se prend aussi beaucoup de haine. Beaucoup de violence, être exposé, ça suppose d'être très solide psychologiquement. Je pense aussi, oui. Bon, alors, c'est un peu le problème aujourd'hui, c'est-à-dire que ça semble être très facile, d'un coup, d'être connu. Mais connu pourquoi ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait ? C'est-à-dire, derrière, on est connu parce qu'on est un très bon comédien, parce que on est un chanteur, parce on fait de la danse, parce qu'on fait quelque chose. Donc, ça veut dire que si vous l'appréhendez, un peu comme un artisan, comme un métier, c'est pas simplement, ça y est, boum boum, j'arrive devant les caméras, c'est moi et tout le monde m'attend. C'est vrai non. Que, oui, pour moi, ça me paraît vraiment, Caroline, pour moi, je le vois comme un métier comme un autre, en fait. Et oui, mais justement, je vous prends à votre propre mot. Bien. Un métier, ça s'apprend. Oui. Alors, bien sûr, après, il y a ceux qui ont le plus, qui sont faits pour ça. Et si vous sentez que vous êtes fait pour ça, moi, je ne vais pas vous décourager, loin de là. Mais ça veut dire, je vous dis, ne restez pas dans la facilité en disant, j'ai ça, mais maintenant, je fais juste me présenter et ça y est, on m'attend. Non, on vous attend pas. Donc, ça veut dire que derrière, si vous avez la chance d'avoir cette personnalité accrocheuse avec du charisme et de faire rire, ce pouvoir qui est de faire rire les autres, eh bien, travaillez-le aussi. Ça vous servira toujours. Oui, c'est vrai. De toute façon, ça me sert dans la vie de jouer la comédie, mais bon... oui, mais enfin bon... Alors, il y a Jeanne qui dit « J'ai fait de la figuration dans l'affaire Sacha Guitry. J'étais une infirmière et une prisonnière, mais déjà pour la figuration, il faut s'accrocher. Et pourtant, je ne prétends pas être comédienne, dit Jane. Quelqu'un qui dit « Surtout chercher à réaliser votre rêve, c'est tellement important. » Il y a Jeanne qui dit « Vous pourriez déjà vous procurer une liste de directeurs de casting, comme Dominique Besnéard. » Oui, très demandé. C'est vrai qu'il a... Alors, lui, il a repéré des gens fabuleux. Je pense à Béatrice Dalle. Il y avait... Enfin, c'est pareil, c'est des personnes qui ont émergé comme ça, mais elles crevaient l'écran aussi. Elles avaient une sacrée personnalité. Et leur envoyer photos plus vidéos. Mais, si vous voulez, il faut... je sais pas, moi j'ai pas de conseils à donner, surtout dans ce domaine-là, mais à la fois, c'est ça, vous croyez beaucoup en vous, et je crois qu'il faut y croire, parce que c'est comme quelqu'un qui se dit, voilà, je vais être président de la République, il faut déjà avoir un sacré ego, pour ceux qui disent, oui, j'y pensais depuis même petit. Bon, ça témoigne d'une personnalité très particulière, d'un ego qu'il faut pour un poste comme celui-là. Là, vous dites, moi, j'ai envie de me réaliser là-dedans. Bon, donc il faut croire en vous. Et en même temps, il faut aussi qu'il y ait quand même un petit moteur qui est, je pense, un peu de doute pour travailler, justement. Rien, ça va pas vous être donné. Ça aussi. C'est vrai que je demande que ça aussi, mais. Tiens, il y a Fanny qui dit Brassens disait, sans technique, un don n'est qu'une sale manie. C'est très bon ça. Mais oui, mais c'est vrai. Sinon, on peut se gâcher, on peut être très doué et se gâcher. Tout ce travail. Fanny qui ajoute, faire du théâtre vous permettrait d'apprendre des bases, apprendre un texte, vous placer, vous déplacer, jouer avec des gens. Souvent, ceux qui n'ont pas fait de théâtre sont ceux qui ont été repérés dans la rue. Exemple ô combien célèbre, vous parliez de Star, d'Alain Delon, avant d'être acteur, qui était charcutier. Vouloir être aimé, ce n'est sans doute pas dans le cinéma que vous trouverez cela. Au contraire, vous risquez de vous brûler les ailes. Ça, c'est sûr. Oui, c'est mais on comprend ce que vous voulez dire. C'est être vu par le plus grand nombre, être reconnu. Bien sûr qu'il y a un désir de voilà. Oui. Pardon, excusez-moi. Non, être reconnu pour.
Non, je disais tout simplement être reconnu pour ce que j'estime faire ce que je sais faire de mieux, quoi. Voilà, enfin, à mon sens. Mais après, il y a ce côté, vous savez, je ne sais pas si d'autres passionnés de comédie l'ont, mais il y a ce côté aussi où j'ai une admiration pour certains grands comédiens, que ce soit dans le cinéma d'auteur ou dans les grosses productions françaises ou autres, et de leur donner, enfin, même dans un petit rôle, une petite scène, leur donner la réplique, ça me rendrait le plus heureux, quoi. Oui, puis on apprend à se placer aussi, c'est ça, il y a plein de choses, c'est ce que dit Fanny, c'est pas évident d'être sur une scène comme ça, debout, qu'est-ce qu'on fait de son corps, et bon... Donc, tous ces exercices de théâtre, à vrai dire, je les ai déjà faits, c'est pour ça que ça me... Ouais, attendez, ne présumez pas trop quand même de vous non plus. Oui, si vous arrivez en disant j'ai déjà tout fait, c'est bon, vous n'avez plus rien à m'apprendre. Non, mais je veux dire, au niveau du théâtre, j'ai l'impression que j'en ai fait un peu le tour et je veux pas m'enfermer dans le côté théâtre aussi, vous voyez. Je veux pas en faire le... Mais c'est la base. Je veux pas aller jusqu'au bout. De toute façon... Mais qu'est-ce que vous voulez quoi? Parce que au-delà d'être vu, vous voulez faire rire, vous voulez être sur scène, vous voulez interpréter un rôle, vous voulez écrire vos textes? Non, pas du tout. Là, ça serait du domaine du one man show, mais non. Oui, alors il faut écrire un one man show, c'est-à-dire qui écrirait? Voilà, non, je veux dire que là, ça serait du domaine du one man show, ce qui ne m'intéresse pas. En fait, c'est vraiment jouer tout simplement des rôles dramatiques ou comiques, mais même un petit rôle au début. Hein, je demande pas. Mais ça s'apprend. Voilà, c'est ça. Ça s'apprend. Hein, je pense quand même qu'il faut commencer par là et vous parler de vous enfermer alors que vous n'avez pas commencé. Il faut commencer déjà. Parce que sinon vous restez, c'est une façon aussi de, vous y allez de temps en temps, un casting comme ça, mais vous mettez pas toutes les chances de votre côté non plus. Non, c'est sûr. Mais en même temps, je veux pas, je distingue bien théâtre et cinéma, peut-être à mon tort, mais j'ai peur peut-être trop. Ouais. J'ai peur de... Je sais pas. Ah ben parce que le théâtre, évidemment, on n'est pas comme ça. On est sur la scène, mais on n'est pas sous les feux des projecteurs. Vous voyez pas effectivement les acteurs de théâtre dans tous les journaux People et tout. Hein. C'est un autre domaine. Caroline, c'est vraiment, en fait, je vois ce que vous voulez dire, mais moi, pour bien être clair, c'est le côté photographie, l'image, etc. Mais c'est pas le même métier, la photographie. Non, mais je veux dire, mettre en scène la façon dont je suis mis en scène, la façon dont le résultat est, le film, quoi. Enfin, je veux dire, c'est ça qui me fascine le plus. C'est le côté, le film qui transmet des messages. Alors, on va accueillir Nonce Édouard qui est avec nous au 3921. Bonsoir. Oui, allô. Bonsoir. Je coupe mon poste, c'est pour ça. Oui, merci beaucoup. J'écoutais le jeune homme là qui m'étonne un petit peu. J'ai eu affaire à un grand acteur de la comédie française qui nous a donné des cours en Antibes. Oui. Et entre autres à Michel Larocque. Je connaissais Michel Larocque. Oui. On était dans le même cours. Oui. Et je voudrais donner, si c'était possible, bien sûr, un petit conseil à ce jeune homme là. Voilà. Il semble pas trop savoir ce qu'il veut. C'est ça qui est étonnant. Moi, c'est voilà. Ce que je peux lui dire, c'est que s'il passe par la filière théâtre, tout viendra après s'il arrive à réussir, parce que le cinéma viendra le chercher. S'il veut montrer son petit minois au téléphone, il faudra qu'il sache parler, qu'il sache se mouvoir, qu'il sache avant toute chose. Si c'était vraiment, je pense, une nature au casting qu'il a déjà auquel il a déjà participé, on l'aurait déjà remarqué, il ne faut pas croire. Hein. Non, justement, j'en ai pas fait, j'en ai pas fait du tout. Oui, mais même si la plus petite chose que vous avez fait, on vous remarque maintenant. Ce qui vous reste à faire, si vraiment vous voulez faire être un acteur ou un comédien, c'est la même chose. Hein. Il faut absolument vous inscrire dans un cours maintenant. On ne peut plus faire c'est un métier qui est devenu technique. Oui. En premier lieu, voilà. Il faut apprendre à parler. Il faut apprendre à se mouvoir. Il faut lire beaucoup de textes. Tout ce que vous pouvez lire de Monsieur Berthaud, il disait, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? J'ai fait ça. Et qu'est-ce que tu as fait cette nuit? J'ai dormi. Ah, mon pauvre ami. Il disait, si tu dors en plus, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de toi? Voilà. C'était une boutade. Oui, mais qui en disait long. Il y a de l'exigence, il y a du... c'est très exigeant. Il faut prendre gala, tout ça. Poubelle. Voilà. Mais voyez, moi, c'est ce qui me fait peur. Je suis d'accord avec vous, Nonce Édouard, c'est que je trouve qu'il y a la télé-réalité à amener
je trouve, pervertit beaucoup de choses parce que d'un coup, c'est comme si, on a besoin de rien pour être connu. Mais connu, pourquoi? Pour finalement, ça s'arrête très vite, cette célébrité-là. La télé-réalité ne vend qu'une chose, elle vend l'audimat de l'émission. Après, les personnes qui sont dedans, elles s'en foutent comme l'an 40. C'est ça qui est terrible. Ah ben ça, oui. Ça, on s'en fiche complètement. On les exploite. Non, je m'excuse, je dis ce jeune homme, j'ai Steve. pas son nom. Steve, c'est ça? Oui, c'est ça. Steve, si vous avez un métier dans les mains de comédien et tout, vous vous en sortirez toujours. C'est pas un métier si compliqué. On aura toujours besoin de bons techniciens. Vous pouvez peut-être pas être un génie, ni Depardieu du premier coup, mais vous aurez toujours du travail. Mais il faut travailler. Oui, mais c'est ça, puisque c'est un peu votre contradiction, mais c'est normal, si vous êtes très jeune, vous dites que vous le considérez comme un métier, et pourtant c'est comme si vous vouliez passer outre les bases. Or, les grands acteurs, ou même ceux qu'on appelle les seconds rôles, au départ, ils ont commencé avec beaucoup de modestie, vous voyez, il y a beaucoup d'humilité aussi dans ce métier. Après, bon, ils ont des égos. C'est pas mon fort, je pense, la modestie aussi. Non. Mais je le sais, c'est ça le problème. Ouais. Mais ça peut être un peu rédhibitoire, hein. Oui, mais ouais. Quand vous allez avoir certains agents de casting et autres. Vous savez, c'est pas rédhibitoire. Si vous saviez les joies qu'on peut avoir. Quand on prend un texte, qu'on commence à le gourmander. Non, l'absence de modestie, je veux dire. Ah, ça c'est un défaut. Mais bon, il faut avoir un certain ego aussi. Il faut avoir un certain ego aussi pour vouloir faire ça. De l'ambition. Mais après, vous savez, si vous n'avez pas de modestie, de toute façon, vous trouvez toujours quelqu'un qui va vous remettre au pas. Toujours. Hein. En tout cas, vous avez une voix magnifique, hein, non, ces doigts. Ah, merci. Ah ouais. Il y a Jeanne qui dit, le mieux pour savoir si vous avez du talent, c'est de vous présenter à l'émission de Laurent Ruquier sur la 2. On ne demande qu'à en rire. Là, vous saurez immédiatement. Et ça, il faut savoir écrire, là, des textes. Et voilà, là, il faut écrire des textes. Parce que Tsamer, Arnaud Tsamer, tout ça, ce sont des gens qui écrivent d'abord. Oui. Ah oui. Bien sûr, ce sont des auteurs. Qui ont certainement beaucoup lu. On n'a pas découragé Steve. Steve, vous êtes là? Ah bon, on ne l'a plus. On va essayer de le rappeler. Hein. Non, je pense que il a un souci avec son portable. Oui, non. Non, on l'a pas découragé. Oh oui, quand même, il nous raccrocherait pas au nez comme ça. Non. Alors, il y a Jeanne qui dit, si certains vieux comédiens vous entendent, ils doivent s'arracher les cheveux lorsque vous dites que vous avez fait le tour du théâtre. Oui, bon, mais ça, c'est un peu la fougue de la jeunesse, hein, on va dire. Ah, vous parlez toujours à Steve, là? Oui, bien sûr. Il y a First Lisa qui dit, moi, je suis complètement séduite par la voix de Nonce Edouard. C'est vrai que vous avez une voix magnifique. J'ose plus parler, hein. Il y a Brigitte qui dit, il n'y a pas de cours d'acteurs de cinéma. Ce sont les mêmes que pour le théâtre, non? Ce sont toujours des cours de théâtre qu'on donne. On a retrouvé Steve. J'ai écouté l'autre jour. Ah, bah oui, je me disais bien. Steve, j'ai écouté l'autre jour Catherine Fro, qui est quand même une référence. Merveilleuse. Vous l'adorez, mais ça c'est bien d'aimer Catherine Fro, c'est déjà bon signe de votre part. Elle disait, je suis une comment on peut dire, je suis une comédienne qui connaît son métier en premier. Je suis d'abord une technicienne. Alors ça choque un petit peu d'écouter. Oui, ça peut paraître un peu rebutant, dit comme ça. Elle a fait comprendre que elle est sûre de son métier. Quand elle arrive sur un plateau de théâtre ou de télévision, elle sait où elle va. Oui. Tout le monde n'est pas... On connaît Isabelle Adjani qui est arrivée, qui avait éclaté à 15 ans comme ça. C'était Isabelle Adjani. Après, il a fallu qu'elle travaille comme tous les autres. Ce sont comment on appelle? Ce sont des espèces de petits génies qui arrivent comme ça, mais il y en a très peu. Voilà. Moi, si je peux me permettre, il y a des acteurs que je trouve formidables. J'ai envie de les citer. Si vous me laissez citer comme ça, on va. Alors, Mathieu Amalric. Ah, Mathieu Amalric, et pourquoi pas? Vous prenez un des meilleurs quand même là. C'est pour moi, honnêtement, le meilleur. À mes yeux, le meilleur acteur français. Jean Dujardin. Jean Dujardin, lui, Jean Dujardin a du charme déjà. Oui. Mais j'imagine que derrière aussi, il y a beaucoup de jeux. Vous savez, ça paraît un petit peu idiot ce que je vais vous dire. Il y a, comment on appelle les couples là sur M6, comment on appelle ça, qui se chamaillent, le couple ancien. Oui, je vois. Si vous pouvez vous amuser et en même temps regarder
tout le jeu qu'il y a ces gens-là, ça, regardez-le. Parce que vous avez Hernandez, scène de ménage, qui est un grand acteur. Oui. Vous avez Marion Gamme à côté. Les deux jeunes, c'est-à-dire la sœur de la femme du jardin. La sœur de la femme de la Bécane Jules, oui. Plus le métis qui est là, ce sont de grands acteurs déjà. Ça vous pouvez vous prendre comme exemple. Mais ça sort de cours de théâtre, tout ça, attention. Hein. Oui, mais ça c'est pour ça que on y revient malgré tout au théâtre et. J'appelle ça mais c'est comme si vous voulez le piano, il faut d'abord faire ses gammes. Dans la danse, c'est pareil, la danse classique, il y a des tas d'exercices. En fait, La barre au sol. C'est le théâtre, quoi, en fait. Non, le cours d'art dramatique, si vous voulez pas appeler ça le théâtre, appelez ça. Mais après, il faudra. Il y a il y a du corporel aussi à faire. Monsieur Berthaud, la Antime, nous disait, il faut que vous fassiez de l'équitation si vous avez un peu d'argent. Il faut que vous fassiez de KPDP si un jour on vous demande de faire. C'est tout un travail. Oui. Hein. Un corps ne doit pas être emprunté quand il arrive. Alors le cinéma, c'est pas pareil. Vous pouvez avoir une dégaine et le metteur en scène va vous prendre pour un tel rôle comme ça. Mais après, il vous rappellera pas pour un autre rôle. Alors, merci beaucoup en tout cas, Nonce Édouard, pour tous ces précieux conseils et c'était un bonheur de vous entendre. Merci beaucoup. On va accueillir également Guillaume qui est avec nous. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Bonsoir. Mais vous pouvez rester avec nous, Nonce Édouard, si vous voulez. Oui, vous pouvez. Non, c'est un professionnel, j'en ai pas les mérites, donc qu'il reste avec nous. Non, je suis pas un professionnel, attention, hélas. Non, j'ai eu droit à être sous la direction de professionnels, mais hélas, moi je vais continuer après, voilà. Et ça fait déjà énormément plaisir. Moi, c'était un des messages que je voulais faire passer à Steve, c'est que entre guillemets, j'ai un peu un parcours. Quand je l'ai entendu, je me suis dit, ça c'était moi il y a 10 ans. Oui. Moi, c'était un peu pareil. Je me voyais acteur, j'en rêvais, et puis pourquoi pas, et puis tout de suite un film, parce que franchement, le théâtre, qu'est-ce que c'est, voilà. Et puis, j'ai fait l'expérience qui était pour moi à la fois riche et malheureuse d'aller sur Paris. D'abandonner une partie de mes études pour faire des castings. J'ai eu les mêmes expériences que lui quand il raconte qu'il a dû payer pour les castings, qu'il a fait des castings vraiment pas heureux. Moi, c'est allé même parfois plus loin, puisque quand on fait tout à Paris, on a aussi des propositions qui sont plus ou moins douteuses. Et puis finalement, je suis revenue sur ça et puis j'ai eu l'occasion de démarrer dans une troupe de bénévoles qui faisait du théâtre, qui animait pour le théâtre. Et les deux, trois choses que j'avais à dire à Steve, c'était d'une part qu'il n'y avait pas qu'à Paris qu'on trouvait de l'espoir, parce que moi, dans ma troupe de théâtre bénévole, finalement, on a de temps en temps des gens, alors c'est pas Dominique Besniard qui est venu nous voir, mais ce sont d'autres vrais producteurs et vrais intéressés qui eux, n'hésitent pas à se déplacer, parce que ce sont des gens sérieux, qui, d'une part, soit peuvent décrocher des talents comme ça, et moi j'ai eu une amie qui était avec moi au théâtre, qui a entre-temps a encore évolué et qui est sur scène aujourd'hui, qui vit du théâtre, mais qui, ne serait-ce que pour moi, qui était un peu dans le même état que Steve, à croire qu'il allait terminer au cinéma et que c'était que ça qui pouvait le rendre heureux. Cette personne m'a dit une chose et m'a fait découvrir énormément de choses. Elle m'a dit, tu sais, au théâtre, quand on fait passer un casting, il y a 700 personnes qui viennent et il y en a même 1000 de compétents pour le poste. Donc, ça relativise un peu, et puis en comparaison, il disait, pour un poste de boucher, il n'y a même pas un demi-candidat, alors qu'on cherche des bouchers aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'était un peu pour calmer mes ardeurs. Oui, mais c'est vrai. Mais c'était vraiment réaliste. Et d'autre part, derrière, avec cette personne qui nous a beaucoup suivis, il était pendant plus de 2 ans à suivre cette troupe, il nous a appris beaucoup de techniques, et c'est là que je me suis rendu compte de tout ce qu'il y avait derrière. Moi, j'ai appris à me déplacer avec la lumière. J'ai appris à parler en public plus facilement, et finalement en fait c'est juste ça qui reste à me rendre heureux, et c'est juste ça qu'aujourd'hui j'utilise. Moi j'ai dans mon travail, j'ai aujourd'hui régulièrement des réunions publiques où je suis face à 50 personnes dans une salle, j'arrive à me débrouiller parce que j'ai appris tout ça. Oui, ça certainement. Et puis à côté, il n'empêche que j'arrive à vivre entre guillemets ma passion
en étant dans ma troupe bénévole, en réussissant. Un des autres exercices qu'il m'avait fait faire, il m'a donné le discours de l'horloge de Robert Schumann. Il m'a dit, tu as 2 heures, mets-toi dans un coin, tu la prends par cœur et tu viens me le réciter. C'était pas facile au début. Pourtant, je croyais que j'étais super. J'ai réussi à le faire. J'étais très fière de moi. Et puis depuis, je m'en sors dans un tas de choses. Je fais mon théâtre d'un côté. Et puis j'utilise tout ce que j'apprends au théâtre dans mon métier. Et je crois que Steve, ça ne doit pas être une déception que de ne pas arriver à ses fins. Voilà, c'était un peu... Et surtout, quand j'ai entendu Steve, c'est là que j'ai appelé, quand j'ai entendu Steve dire « ça y est, j'ai un CDI, je vais arrêter parce qu'il faut que je retourne à Paris », je ne suis pas certain que ce soit la meilleure des choses à faire. Mais c'est mon conseil personnel. Alors encore un message, merci beaucoup en tout cas également de Guillaume pour ses conseils. Il y a Raphaël qui dit, je pense encore à ce que disait Michael Lonsdale à la radio. Orson Welles lui a proposé son premier rôle au cinéma après l'avoir vu jouer au théâtre. Vous parlez de la comédie, d'avoir votre envie de faire rire. Benoît Poulvorde, il a commencé aussi dans une troupe de théâtre amateur. Il était dans son collège, il jouait. Alors lui, il disait que c'était à ce moment-là pour séduire les filles, un désir d'être aimé, mais il a commencé comme ça par le théâtre, et déjà sa personnalité éclatait par rapport aux autres. Bon, donc si vous voulez, il y a Nadège qui vous rejoint, Nance Édouard qui envoie un petit SMS pour dire votre échange m'amène à penser à ma prof de chant lyrique. Elle dit toujours 20% de dons et 80% de travail technique. Il paraît que c'est il faut pas l'oublier, c'est important. Et Nadège qui dit, il paraît que Cécilia Bartoli dit la même chose, et pour le théâtre, elle dit ça doit être la même chose. Le chant est encore une autre chose. Alors il y a Sarah qui dit, moi je fais de la danse classique depuis toute petite, j'ai aujourd'hui 31 ans, et je suis un peu abasourdie Sarah, d'entendre dire que j'ai qu'on a des facilités. Elle dit, moi j'ai juste mangé de la barre pendant 20 ans et je continue. Talent sans travail ne peut marcher. Et puis, il ne faut pas oublier tous les intermittents du spectacle qui sont tout aussi doués que nous aussi et qui galèrent. Et finalement, réussir à trouver, en exerçant sa passion, moi par exemple, ma troupe de théâtre, on l'a fait vivre. On a réussi à fédérer des gens dans la commune. On a réussi à monter des associations pour que des jeunes de banlieue viennent aussi et faire du théâtre. Et finalement, ça rend tout heureux que d'être acteur devant les caméras. Oui, alors après c'est autre chose. Alors il y a Jeanne qui dit, si Steve veut être connu, il peut toujours faire de la politique, parce que là aussi on est vu et reconnu, mais enfin bon, on n'est pas qu'aimé. Oui, j'y avais pensé. C'est pas les meilleurs acteurs, je vous le dis tout de suite. Il y a des places là, non, mais enfin il nous faut un beau jeu d'acteur parfois, qui est pas, un beau jeu, non, pas très beau, mais bon. Pour tout vous dire, ça a été... Oui, pardon. De toute façon, c'est un métier aussi, la politique. Ah oui. Il faut réussir. Ça c'est certain. Et pas facile. J'ai écouté ce soir, toute politique mise à part, j'ai écouté Monsieur Fillon. Oui. Je ne suis pas spécialement un admirateur effréné. Et je le regardais, je disais, quel acteur ce soir, mon Dieu. Vous trouvez qu'il avait une présence Non, mais ce qu'il disait, au bout d'un mois... ce qu'il disait au bout d'un mois de chamaillerie, il arrivait presque à dire, c'est mon copain. Oui. C'était extraordinaire. Je dis, c'est impossible, chose pareille. Un charme fou à faire casser la télévision. Quelque part, là, il faut être déjà quelqu'un qui... Et puis, c'est un peu nous prendre pour des imbéciles aussi. On avait l'impression qu'ils s'attendaient comme la ronfoire. C'est parce qu'ils n'ont pas des convictions, ça se voit. Et chez un acteur aussi, s'il n'est pas convaincu de ce qu'il fait, ça se voit. Oui. Voilà. C'est pour ça que c'est un métier qui peut être facile, à condition de beaucoup travailler. C'est dur de dire ça. C'est compliqué. Mais c'est le travail, Bon, écoutez, merci beaucoup, merci à vous tous. Voilà, Steve, il y a quand même Christine qui dit, Steve, allez, il faut qu'il aille jusqu'au bout de son rêve, en prenant le bon chemin et la bonne direction. Courage, foncez, mais restez réaliste. On ne sait jamais si dans 2 ans... Si dans 2 ans j'ai un petit rôle sympa, je vous appellerai. J'y compte bien et on vous le souhaite vraiment. À titre d'exemple, si je peux terminer, Steve, moi j'ai eu l'occasion d'être acteur entre guillemets, mais second rôle dans une grande série qui passe sur une télé publique les soirs à 20h. Et ça m'a fait juste très plaisir. Voilà. Donnez-nous le nom. Ça passe quand vous avez tous deviné, non? Sur quelle chaîne? Sur la 3? Oui. À Marseille? Exactement. Plus belle la vie. Oui, voilà. Alors là, vous avez été vu par un plus grand nombre. C'est pas grand-chose aux yeux de Steve aujourd'hui,
Et puis, ça n'aurait pas été grand-chose aux yeux de moi il y a 5 ans. Et puis, finalement, j'étais tout content. Et là aussi, j'ai encore appris des choses, j'ai découvert des choses. Et puis, voilà. Écoutez. Bon, c'est super. Et il y a Sergio qui dit, pour faire de la politique, si on vient pas de Corrèze, aucune chance. Alors, c'est même pas pour faire de la politique. Ça, il faut viser la présidence. De droite comme de gauche. Vous savez, il faut viser la présidence, voilà. Vous savez, Caroline, qu'il y a de une bonne jeunes terre femmes très séduisantes sur Europe 1 qui viennent de la Corrèze. Oui. Et d'ailleurs, dans une reconversion prochaine, voilà, depuis toute petite, je voulais être présidente de la République. Donc, je me dis, le terreau est bon, vous voyez. Oh là là, non, j'ai pas le cuir assez épais pour ça. Et comme vous dites, c'est un métier, et je leur tire mon chapeau parce que c'est pas facile, ils en prennent plein la figure. Il y avait un beau film, une suite là sur Arte, Bergen, là, qui est la présidente du Danemark. C'est une fiction, c'était formidable ce truc-là. Ah oui, je l'ai pas vu ça. Ça c'était, si vous arrivez à le revoir en rediffusion, c'était formidable. Ça, j'ai bien suivi. Voilà. Alors, il y a Jeanne qui dit, pour l'anecdote, j'ai fait de la figuration pour me changer les idées alors que j'étais au chômage. Et alors, Jeanne qui dit, mon métier était chef comptable. Alors, je sais pas si dans la figuration, elle était chef comptable ou si c'était son métier d'origine. Mais comme quoi, dans la comptabilité, à un moment, on en a marre des chiffres, on a envie de s'évader et de se rêver avec un beau rôle au cinéma. C'est tout le mal qu'on vous souhaite, mon cher Steve. C'est gentil, au moins merci de m'avoir écouté. Et puis réussissez, comme ça on dira, vous savez, on le connaissait, il est encore bébé, tout débutant, voilà. J'ai parlé avec lui au téléphone. J'ai parlé avec lui, maintenant c'est une star internationale. Mais non. Voilà. Non, mais je la connais même pas, celle-là, la nuit, là, voilà, bon. Mais il faut continuer son rêve, je suis d'accord avec l'auditrice quand on est Oui, Christine. Quoi qu'il en soit, on s'épanouit. Voilà, Christine a raison, et Steve continue. Tu trouveras ta voie si tu es raisonnable et si tu apprends. Parce qu'il y a plein de choses à apprendre. En fait, pour tout vous dire, j'ai une piste. Là, récemment, j'ai rencontré un... Enfin, je sais pas si je devrais le dire. Non, alors ne le dites pas, parce qu'une piste, c'est gardez-la pour vous, et on vous souhaite le meilleur, d'accord? Super. Écoutez, merci. Merci Steve, et merci beaucoup, Édouard et Guillaume. J'étais ravie de parler avec vous. Merci à vous Au revoir. de nous avoir accueillis. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Europe 1. Sur Europe 1. Un petit mail de Violaine qui dit moi j'étais sortie quasiment amoureuse de Jack Nicholson dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, et n'oublions pas le grand Depardieu capable de tout jouer, dit Violaine. Et puis Cathy qui dit oui c'est vrai, c'est Édouard je crois qu'il parlait de scène de ménage sur la 6, elle dit c'est génial et vous y apprendrez aussi la psychologie féminine en plus, dit Cathy. Bonsoir Hervé. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous voulez revenir, ça vous a fait bondir d'entendre Mallory qui est mariée à un homme routier, qui dort dans son camion et qui ne rentre que le week-end et qui est inscrit sur des sites de rencontres. Alors, ça vous a fait bondir parce que... Quelques petits points communs avec ce monsieur-là, donc bonsoir à tous. Déjà, donc je m'appelle Hervé, j'habite sur Angers, Maine-et-Loire, et voilà. Et moi j'ai trouvé pas mal de petits points communs avec ce monsieur-là. Oui. Mais vous êtes routier aussi ? Non, je suis artisan, je travaille et j'ai une passion, c'est le bateau. Et j'adore dormir sur mon bateau seul le soir pour me retrouver dans un cadre seul, quoi. Oui, oui. C'est mon truc, c'est de me retrouver seul dans... voilà, sans... C'est pour dire ça. Votre petite parenthèse à vous, votre petit jardin secret. Je fais mes devis, je fais mes factures, je fais mes papiers. Et alors votre femme n'apprécie pas que vous dormiez seul? Quand j'entends la dame là qui parlait tout à l'heure, Mallory, j'ai l'impression d'entendre ma femme. Oui. Mais il ne faut pas qu'elle s'inquiète, moi j'ai pas une double vie, j'ai pas... Mais oui, mais vous savez ce qu'on dit des marins. Une femme dans chaque port, donc bon...
Même si vous restez au port avec votre bateau. Bah oui, mais moi non. Il n'y a pas de femme dans mon port. Ou alors c'est une sirène, mais non, je n'ai pas trouvé. Méfiez-vous, non. Hein. Non, mais bon, peut-être que ce monsieur-là, il a peut-être le même symptôme que moi, c'est de se retrouver un petit peu seul. Un besoin de liberté. Sans parler de liberté, mais de... Voilà. Non, mais on peut avoir un besoin de liberté, un peu d'avoir un coin d'autonomie, sans pour autant faire n'importe quoi de cette liberté dans le sens de tromper l'autre. Ce qui est quand même plus problématique, je pense que vous en conviendrez, Hervé, c'est que, je ne sais pas, vous êtes inscrit sur des sites de rencontres ? Non. Ben voilà. C'est quand même ça, vous voyez, qui à un moment est pas très rassurant. J'ai par internet sur ma boîte avec des propositions, mais j'ai jamais, je me suis jamais inscrit. Bon, même quand vous êtes seul sur votre bateau, vous ne répondez pas à ces propositions malhonnêtes de sirène. Bon, madame est rassurée, vous pouvez lui faire écouter Europe 1, l'émission en podcast. Je vous embrasse. Merci d'avoir appelé, Hervé. Au revoir. Bonne soirée, et merci d'avoir répondu à mon appel. Bonne soirée, au revoir. Ça arrive à tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Très belle nuit à vous, faites de jolis rêves. Dans votre camion, sur votre bateau. Il est maintenant 1h sur Europe 1, l'heure des infos présentée par Laurence Gontier. Bonsoir Laurence.